Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Et place cet après-midi au débat des sénateurs autour du projet de loi qui autorise le gouvernement à réformer par ordonnance le Code du travail. Un texte sur lequel les sénateurs débattent depuis lundi, cela 15 jours après l'adoption du texte par l'Assemblée nationale. Alors depuis lundi, les sénateurs ont d'abord parlé d'un sujet un petit peu annexe. Ils ont adopté le report de la réforme du prélèvement à la source de janvier 2018 à janvier 2019. Puis ils sont arrivés au cœur du texte en adoptant l'article 1er qui revoit l'articulation entre les accords collectifs, c'est-à-dire les accords d'entreprise et les accords de branche. Cet après-midi, les sénateurs débattent de l'article 2, article qui prévoit la fusion des 3 instances représentatives du personnel, c'est-à-dire les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT, c'est-à-dire le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail. Pour la ministre Muriel Pénicaud, une telle fusion serait synonyme de meilleure coordination, aurait une véritable valeur ajoutée. La ministre qui a également déclaré dans l'hémicycle qu'elle n'était pas opposée à ce que l'on maintienne un certain nombre de commissions au sein de cette instance unique, notamment l'une pourrait correspondre au CHSCT, car c'est sur cette instance que reposent la plupart des craintes des sénateurs de la gauche, une partie des socialistes et les communistes qui voient dans cette fusion la possibilité pour les employeurs d'accorder beaucoup moins d'importance aux questions de santé des salariés. Tout de suite donc, retour au débat des sénateurs. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 8 rectifié bis au sein de l'article 2 et nous avons 3 amendements identiques de suppression en discussion commune, dont le 8 rectifié bis. Madame Lienemann, vous le présentez ? Nous avons déjà eu l'occasion de débattre de cet article sur les prises de parole d'articles où j'avais indiqué les raisons pour lesquelles je trouvais que cet article était très dangereux. Rapidement, il s'agit de fusionner les instances représentatives et on voit bien que du coup, quand vous mettez cela en ajout à l'idée du référendum à l'initiative du patron, c'est quand même une forme, qu'on le veuille ou non, une forme de contournement du fait syndical et des capacités de syndicats à intervenir et à négocier. J'avais insisté sur le rôle spécifique des CHSCT qui justifie de rester une instance autonome au regard de l'enjeu et de l'importance des sujets qu'elle traite. Et j'avais aussi indiqué que je trouvais qu'on était rentré quand même dans une étrange conception de la démocratie. Il faut moins d'élus, moins de parlementaires, il faut moins de délégués, être représentants du personnel et syndical dans les entreprises. Bref, le pouvoir installé, le pouvoir exécutif doit avoir de plus en plus de pouvoir et les autres être de moins en moins outillés et puissants. C'est une étrange conception de notre démocratie que je crois être plus un recul qu'un projet. Je vais insister sur 2 points plus techniques. Je considère dommage qu'il ne soit pas prévu dans ce texte la moindre formation des élus alors qu'on leur propose de généraliser leurs compétences, et notamment celles des représentants du personnel. Et deuxièmement, la limite dans le temps des mandats ne répond à aucune logique, puisqu'il ne s'agit évidemment pas d'un mandat électif, encore moins d'un mandat rémunéré. Et je pense que dans certaines entreprises, on a déjà bien du mal à trouver des responsables syndicaux ou des délégués du personnel. Et il me semblerait inutile de fixer une contrainte de non-cumul dans le temps du mandat de représentant des personnels. Merci, ma chère collègue. L'amendement 55, Madame David, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. En effet, nous avons eu un débat long hier au soir sur les interventions sur articles, mais avec cet amendement 55, je voudrais rajouter quelques arguments qui nous font demander la suppression de l'article 2, puisqu'en effet, la mesure phare de cet article est le regroupement des institutions représentatives du personnel en une institution unique qui répond quand même à une exigence de longue date du MEDEF et qui concerne les droits fondamentaux des travailleurs, pourtant reconnus par la Constitution et en particulier par le préambule de 1946 émanant directement du programme de la Résistance. La diversité de ces institutions, délégués du personnel, comités d'entreprise, CHSCT, constitue une force pour les salariés et leurs organisations et elles ont une histoire, comme l'a très bien rappelé hier au soir notre collègue Roland Courteau.
La mise en cause des CHSCT comme institution indépendante est une atteinte grave à ce qu'il reste du modèle social français. La santé au travail est un enjeu de société, un enjeu de civilisation. Alors que l'efficacité des CHSCT exigeait plus de moyens, plus de compétences pour veiller sur le bien-être des travailleurs, Madame la Ministre, vous endossez une responsabilité historique, provoquant une régression sans pareille en ce domaine. Un exemple, les CHSCT ont le pouvoir d'ester en justice, d'engager des expertises. En un mot, ils peuvent provoquer des sanctions pénales contre les patrons qui mettent en péril la santé de leurs employés. C'est sans doute cela que le MEDEF veut arrêter. La réunification en une instance unique peut donc porter un coup à ce pouvoir essentiel. Pouvez-vous aujourd'hui nous assurer, puisque dans les ordonnances il n'y a rien, que ce pouvoir d'ester en justice sera maintenu ? Madame la Ministre, chaque année, plus de 500 personnes meurent au travail. Plus de 1200 meurent des suites d'une maladie professionnelle ou d'un accident professionnel. Des drames comme celui de l'amiante vont entraîner des dizaines de milliers de décès. Est-il digne de réduire dans ces conditions la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise ? C'est indigne de notre point de vue et c'est contraire au progrès humain. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article 2. Merci, ma chère collègue. L'amendement 73 rectifié bis. Monsieur Antiste, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors que la loi Rebsamen, qui a modifié profondément les règles du dialogue social en entreprise, date d'à peine 2 ans et n'a fait l'objet d'aucun bilan, l'article 2 du projet de loi prévoit une complète refonte des règles de négociation dans l'entreprise. En fusionnant au sein d'une instance unique les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le projet de loi tend à réduire considérablement les prérogatives et les moyens dont disposent les représentants du personnel dans les entreprises. Il met par ailleurs en cause le rôle des syndicats en permettant à la nouvelle instance unique de disposer des attributions normalement dévolues aux délégués syndicaux. De telles dispositions tendent à affaiblir gravement les droits syndicaux et la représentation collective des intérêts des salariés et vont ainsi conduire à accroître le déséquilibre des relations sociales au sein de l'entreprise. C'est pourquoi, par cet amendement, je propose la suppression de cet article. Merci, mon cher collègue. Quel est l'avis de la Commission sur ces 3 amendements identiques, Monsieur le Président ? Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Ces amendements identiques donc s'opposent à l'ensemble de l'article 2, qu'il s'agisse de la création d'une instance unique de représentation du personnel dans l'entreprise, mais également à la revalorisation des parcours syndicaux dans l'entreprise et à la reconnaissance des compétences acquises dans ce cadre. C'est évidemment contraire à la position adoptée par la Commission des affaires sociales qui, la semaine dernière, Monsieur le Président, a salué cette réforme de simplification et a même souhaité l'approfondir. C'est donc un avis défavorable sur les 3 amendements. Merci, Monsieur le Président. Quel est l'avis du Gouvernement ? Madame la Ministre. Monsieur le Président rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, bien sûr, j'ai un avis défavorable sur la suppression de cet article, mais je voudrais en profiter pour vous donner le bilan de la concertation que nous avons fait avec les partenaires sociaux sur ce sujet, qui, je pense, sera de nature à éclairer, en tout cas nourrir vos débats. Alors, il y avait 3 sujets principaux. Il y a un sujet dont on a déjà parlé assez abondamment hier, qui est le sujet de la représentation dans les petites et moyennes entreprises. Donc je n'y reviens pas, j'ai pu exprimer l'opinion du gouvernement suite aux concertations sur ce sujet. Je voudrais revenir maintenant sur 2 sujets qui sont la fusion des instances et la reconnaissance des parcours syndicaux. Sur la fusion des instances, pourquoi fusionner les 3 instances d'information-consultation que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel ? Pourquoi la plupart des pays, d'ailleurs, n'ont pas autant d'instances pour représenter le personnel ? Je pense que l'enjeu de cette fusion, c'est de pouvoir avoir un débat qui est à la fois stratégique et opérationnel dans l'entreprise. Aujourd'hui, quand on a des instances séparées, il y a un lieu, un moment et des interlocuteurs pour parler de la marche des affaires, la marche de l'entreprise, l'organisation de l'entreprise. Il y a un autre lieu, un autre temps et souvent d'autres interlocuteurs pour parler des conditions de travail, la sécurité et santé au travail.
Et il y a encore d'autres interlocuteurs pour parler des problèmes du quotidien que peuvent rencontrer les salariés, que sont les délégués du personnel. Le fait que ces discussions aient lieu de façon séparée empêche une certaine compréhension d'ensemble et empêche finalement, limite le dialogue social parce qu'on traite ou de l'économique ou du social, mais pas les deux de façon articulée. Et je vous donner un exemple, puisque deux sénatrices hier m'ont fait l'honneur de citer le rapport que j'avais fait avec Henri Lachmann et Christian Larose en 2010, qui est l'exemple des risques psychosociaux. Lorsque nous avons fait cette enquête, et ça a été maintes fois confirmé depuis, on avait constaté avec toutes les auditions que les risques psychosociaux grandissaient d'une part, mais de façon minoritaire à cause de comportements individuels, entre management, collègues, toutes sortes de comportements clients, toutes sortes de comportements individuels, mais que beaucoup des risques psychosociaux étaient en fait liés à des décisions organisationnelles de l'entreprise. Exemple, un centre de décision qui est éloigné, qui fait qu'on ne met plus un nom, une figure, une personne sur la personne à qui on doit discuter et que les décisions deviennent très abstraites. L'organisation matricielle qui met le salarié dans une situation parfois d'injonction contradictoire, a finalement deux lignes hiérarchiques et c'est à lui de résoudre la contradiction, ou encore une certaine manière de mettre en place les ERP. Je ne vais pas discourir des heures sur le sujet, mais déjà à l'époque, nous avions dit qu'il faudrait rapprocher les points de vue du CHSCT et du CE, parce que sur un sujet comme ça, pour faire la prévention primaire des risques psychosociaux, une partie des solutions sont dans ce qui aujourd'hui et dans le CE et qui ne sera jamais à l'ordre du jour du CE parce que ça ne rentre pas dans le cadre des attributions du CE. Et donc, soit on fait redondant et on parle de tout partout, soit la fusion va apporter une valeur. Mais bien évidemment, en même temps, vous avez raison, il faut veiller à ne pas perdre. Il ne faut pas perdre, en substance, la qualité de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, nous avons beaucoup discuté avec les partenaires sociaux là-dessus. Et ce que nous avons retenu, c'est d'abord, dans cette instance qui fusionne les trois instances d'information-consultation et qui pourrait s'appeler le comité social et économique, d'abord, ce sera dans les ordonnances, elle conservera l'intégralité des compétences des trois anciennes instances. Il n'y a pas de diminution du champ de compétences. Deuxièmement, elle aurait la capacité d'ester en justice et de recourir à des expertises sur l'ensemble du CG de son champ dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Simplement, c'est l'instance unique qui le fera. Alors, elle disposerait d'un budget de fonctionnement propre à partir d'une certaine taille à définir. Et dans les secteurs à haut risque, il faut probablement prévoir d'emblée qu'elle ait une sous-commission qui se concentre plus sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, puisqu'il y a beaucoup de matières à discuter. Mais le fait de fusionner au-dessus va apporter beaucoup plus de prévention, car vous discuterez de l'organisation et donc de la prévention. Ensuite, un accord d'entreprise pourrait prévoir des éléments de proximité lorsqu'il y a beaucoup d'établissements. Donc, tous ces sujets-là que nous avons discutés avec les partenaires sociaux sont de nature, me semble-t-il, dans le cadre des ordonnances, à d'une part avoir la valeur ajoutée d'une seule instance qui a la vision stratégique, encore une fois, économique, sociale, et qui renforcera d'ailleurs le pouvoir des organisations syndicales de discuter avec les entreprises et réciproquement parce qu'on aura une matière beaucoup plus large, mais en même temps, nous veillerons à préserver ce qu'il faut préserver. Et la priorité des priorités, là je pense qu'il y a consensus dans l'hémicycle, c'est évidemment que sur la santé, l'hygiène et la condition de travail, nous ne perdons rien des acquis des dernières décennies. Nous avons encore des progrès à faire, mais il faut s'inscrire dans cette histoire. Ensuite, nous envisageons de prévoir qu'il y a certaines entreprises où l'employeur et les organisations syndicales sont prêtes à aller plus loin. Ils sont prêts à aller à une instance fusionnée qui a non seulement une compétence d'information et consultation, mais une compétence de négociation. En clair, une fusion également avec les délégués syndicaux. Nous ne l'envisageons que par accord majoritaire, et évidemment, ça suppose que donc, ce sont des organisations syndicales et un employeur qui décident de procéder ainsi. Cela ne se passera probablement que de façon minoritaire, mais là où le dialogue social est suffisamment excellent pour faire confiance qu'on peut aller plus loin, aller sur cette logique qui est plus un conseil d'entreprise est quelque chose qui est intéressant à autoriser, toujours dans notre même logique. Permettons aux acteurs qui souhaitent avoir un dialogue constructif, ce qui ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord, d'aller de l'avant et d'avoir plus de choses à discuter dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés. Deuxième sujet, la reconnaissance du parcours syndicaux. Vous avez vu hier que déjà nous voulons mettre par ordonnance dans les compétences de la branche
le fait de travailler sur, de pouvoir signer des accords sur la formation et la reconnaissance des parcours syndicaux. Ça nous paraît très important, car tout ce qu'on dit pour renforcer le dialogue social suppose des acteurs qui soient armés pour le faire. En outre, j'ai confié récemment à Jean-Dominique Simon-Poli, que beaucoup connaissent, le directeur de l'association Dialogue, une mission pour recenser les pratiques les plus innovantes et avancées des branches et des entreprises en matière de parcours syndicaux et de nous faire des propositions opérationnelles en liaison avec tous les partenaires sociaux et concrètes dans ce sens. Il rendra ses conclusions dans quelques jours et ses propositions ont vocation à nourrir ce qui sera dans les ordonnances. Enfin, sur la discrimination syndicale, aujourd'hui, il est vrai que nous avons peu de données, mais le fait existe. Même s'il est minoritaire, il est très important d'en faire un suivi plus précis et de le faire connaître. Nous allons nous appuyer sur le rapport récent du Comité économique, social et environnemental qui vient de faire un rapport sur ce sujet et voir comment nous pouvons renforcer la connaissance et donc la prévention de la discrimination syndicale qui fait partie, je dirais, des conditions aussi d'un dialogue serein. Tout le monde le comprendra. Voilà quelques éléments d'éclairage issus de la concertation avec les partenaires sociaux dont je voulais vous faire part pour nourrir vos débats. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame David pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai bien entendu vos explications, Madame la Ministre, et je vous en remercie puisque vous nous avez précisé un peu le périmètre de cette nouvelle instance, ce comité social économique, en nous disant qu'il n'y aurait pas de diminution des compétences, qu'elle pourrait rester en justice, qu'elle aurait un budget de fonctionnement propre et qu'il y aurait une sous-commission pour discuter de la santé. Alors, c'est vrai que je trouve que finalement, c'est un peu compliqué à mettre en place alors que des instances existent déjà. Et vous nous dites aussi qu'il y a aujourd'hui, ce qui est vrai, des lieux différents dans lesquels on discute de chacune des compétences de ces différentes instances. En comité d'entreprise, on va discuter plus de stratégie de l'entreprise. En délégué du personnel, on va discuter plus de points qui touchent aux conditions de travail des salariés, mais pas sous l'aspect santé. Et en CHSCT, on va aborder tout ce qui est santé, sécurité au travail. C'est vrai que ce sont trois instances différentes. Et dans chacune de ces instances, il y a des personnels et des représentants de la direction qui débattent ensemble. Et là, vous nous proposez qu'une seule instance qui débattrait de ces trois sujets. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Pourquoi ne pas faire qu'une seule réunion et mettre les trois instances telles qu'elles existent aujourd'hui autour d'une même table pour discuter avec la direction? Parce que c'est bien aussi que la direction entende ce que chacune des trois à dire et que ça se fasse dans une même instance. Là, ça permettrait de maintenir autant d'élus que ce qu'il y a aujourd'hui, chaque élu ayant sa spécificité. Parce qu'un élu qui siège en CHSCT n'a pas forcément les mêmes compétences qu'un élu qui va siéger en CE ou en délégué du personnel. Les formations, d'ailleurs, qui sont proposées par les différentes organisations syndicales représentatives dans l'ensemble des entreprises, tiennent compte des instances représentatives dans lesquelles siègent leurs mandants pour leur attribuer, enfin pour leur donner droit à une formation. Donc c'est bien qu'il y a des compétences différentes dans chacune de ces instances. Et là, vous ne voulez en faire plus qu'une seule. Donc soit vous maintenez autant d'élus que précédemment, avec les compétences différentes, et à ce moment-là, je ne comprends pas bien l'idée de faire cette fusion. Il serait plus simple de ne faire qu'une seule réunion une fois par mois et de mettre tout le monde ensemble. Soit vous décidez de diminuer le nombre de représentants syndicaux qui siégeront dans cette nouvelle instance et vous en ferez des professionnels de la représentation syndicale. Or, il ne me semble pas que c'est vers ça que vous souhaitez aller. Si on veut avoir un véritable dialogue social, eh bien, il faut que les personnes qui viennent dans ces différentes réunions pour débattre avec vous soient aussi des salariés qui sont encore dans les entreprises, puisque vous accordez tant d'importance aux accords d'entreprise. Il faut que les salariés aient encore un peu d'emploi dans leur entreprise. À les mettre tous dans cette même instance, ils n'auront plus le temps de tout faire. Donc vraiment, Madame la Ministre, je pense qu'il y a des solutions bien plus simples que celles que vous nous proposez. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je dois avouer que les propos que vous venez de nous développer n'ont pas du tout emporté ma conviction. Pourquoi? Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on gagne à réunir ces trois instances. Trois instances qui sont efficaces quand on sait les manager. En ce qui me concerne, et je parlerai de vécu,
puisqu'au-delà de mon parcours professionnel, j'ai eu à gérer 3500 salariés, 22 centres qui dépendaient de secteurs totalement différents, secteur privé, certains secteurs médico-social, et j'ai toujours, en travaillant, et comme il n'y a pas du statut du militant associatif, en prenant sur mon temps, j'ai pu gérer cette grosse entreprise, parce que c'était une entreprise quelque part, en réunissant toutes ces instances et en étant efficace. Et je tiens, Madame la Ministre, à vous dire qu'effectivement, on peut trouver dans ces 3 instances quelquefois des représentants différents, mais on avance sur les problématiques qui sont développées suivant les spécificités, mais quelquefois, suivant la taille des entreprises, bien nous trouvons les mêmes interlocuteurs qui siègent dans ces instances. Ils peuvent être différents, mais ils peuvent être communs. Et je ne vois pas vraiment, Madame la Ministre, en quoi ce regroupement est une avancée. Pour moi, c'est une véritable régression. Ma chère collègue, la parole est à Monsieur Bourquin pour explication de vote. Et Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, chaque instance du personnel a sa vocation et sa spécialité. La volonté de fusionner l'ensemble va certainement poser beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, dans les entreprises, les salariés vivent des exigences de plus importantes des clients. Une réglementation et des normes de plus en plus importantes. Une concurrence aussi. Les nouvelles technologies qui arrivent en force dans la production, avec des nouvelles organisations du travail. Un renforcement des exigences du travail vis-à-vis des salariés. Et donc, un travail plus dense, plus intense, plus immatériel, mais aussi plus précaire. Il y a donc une hyper-sollicitation des ressources humaines et avec cela, des nouveaux mots, les risques, ce que vous avez appelé psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques et donc besoin d'avoir des CHSCT dans les entreprises. Parce que la question des conditions de travail demande au personnel qui est délégué dans ces CHSCT une connaissance, demande une spécialisation, demande des formations. Et donc, c'est une erreur catastrophique de vouloir supprimer et de fusionner dans un même ensemble ces CHSCT. Deuxième chose, les comités entreprises ont aussi une spécialité. Ils ont un rôle très important, y compris un rôle d'alerte en cas de problème, quand c'est une filiale d'un grand groupe, dans beaucoup de domaines. Et donc, là aussi, il y a une spécialité économique, budgétaire, qui n'a rien à voir parfois avec le CHSCT. Et enfin, il y a les délégués du personnel qui, pour le quotidien, font un énorme travail pour faire remonter et avoir le dialogue social que vous demandez, mais qui va être supprimé dans beaucoup de domaines si vous fusionnez ces instances. Alors donc, j'ai l'impression que si vous allez au bout de votre démarche, nous risquons d'avoir un dialogue social appauvri dans l'entreprise. Et nous risquons d'avoir, bien plus grave, des CHSCT qui sont décisifs. Ces CHSCT, nous y tenons et c'est pour ça que nous nous opposons à cette fusion de ces IRP. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Bricq pour explication de vote. Oui, moi je pense que c'est ni raisonnable et même paradoxal que vous vouliez supprimer cet article très important. Alors je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec la philosophie, j'entends bien les arguments, il faut sortir de son couloir, moi j'écoute ce que vous dites. Bon, mais c'est paradoxal parce que vous nous avez dit tout au long de la journée d'hier et dans la discussion générale que vous récusiez la méthode du gouvernement d'aller vite au cœur de l'été. Et là, vous voulez supprimer un article dont il faut vraiment discuter. Parce que de quoi s'agit-il? C'est pas raisonnable de le supprimer. Je vous ai écouté, mais je vous dis pourquoi c'est pas raisonnable. Parce qu'il s'agit, au travers de ce que nous appelons dans notre jargon les IRP, les institutions représentatives du personnel, à la fois de parler de la gouvernance de l'entreprise, parce que pour moi, ce sont vraiment des outils de gouvernance,
et en même temps de l'élévation justement de la fonction de représentant des salariés au travers notamment des organisations syndicales qu'ils représentent. Et c'est aussi de parler dans cet article de quelque chose de fort important, c'est les moyens qui sont dévolus aux uns et aux autres, et notamment au travers des fonds paritaires. Donc, de grâce, ne le supprimez pas, il faut en parler, il faut éclairer le gouvernement de ce que nous voulons. Alors, le gouvernement vous a, en la personne de Madame la ministre, dit que si on regarde en dynamique, effectivement, on a une nouvelle gouvernance de l'entreprise au travers de ce qui rassemblerait les instances de représentation du personnel. Il n'est pas question que ces fonctions ne soient plus représentées. Et il y a déjà des entreprises qui pratiquent cette représentation groupée. Je pense par exemple à l'entreprise Solvay, qui est, comme vous savez, dans la chimie. Alors les questions de sécurité, les questions de maladies professionnelles sont vraiment essentielles dans la chimie. C'est tellement essentiel que le Premier ministre, quand il a fait sa lettre aux organisations syndicales sur le compte de pénibilité, il a dit qu'il faut un traitement spécifique pour les risques chimiques. Donc c'est important. Donc il ne faut pas supprimer cet article. Franchement, j'en appelle à votre raisonnement parce qu'il faut en parler. Et si on n'en parle pas maintenant, eh bien vous ratifierez quelque chose auquel vous n'aurez pas participé. Merci, ma chère collègue. Monsieur Cadic a la parole. Merci, Monsieur le Président. Et merci à Madame la Ministre pour cet éclairage. Pourquoi fusionner ? C'est effectivement, comme l'a très bien dit la ministre, c'est pour avoir un débat stratégique et opérationnel en un même lieu. Je crois que dans les entreprises, ce qui est important, c'est qu'on travaille ensemble, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que recherchent les gens, travailler ensemble, réfléchir ensemble, et surtout pas travailler en silo. Justement, c'est ce qu'il faut faire évoluer. Le côté un peu gaulois, où chacun avec son avis, avec son petit groupe dans son coin, justement, il faut passer à un autre monde, un monde où on travaille ensemble. Alors, vous avez décrit le comité social et économique. Encouragez-moi, j'aime bien. Donc, vous avez mis en avant le comité social et économique qui regrouperait ces trois instances. Et je note que vous l'avez dit, qu'il n'y aurait en aucun cas une perte de droits pour les salariés. Je pense que c'est important, vous l'avez dit, je crois qu'il faut le souligner. Ensuite, vous avez parlé d'une sous-commission éventuelle pour au-delà d'une certaine taille. Et là, je veux vous rappeler, c'est un peu ce que je vous avais dit, faites confiance. Je pense que si, arrivé à une certaine taille, on pense, ce comité a besoin d'avoir un groupe de travail qui travaille spécifiquement sur un sujet. S'il vous plaît, ne le mettez pas dans la loi, ne le mettez pas dans les textes, laissez-les faire et ils sauront à quel moment ils ont besoin de faire ce groupe ou pas. Je vais revenir sur le paradoxe décrit effectivement par Madame Bricq, parce que comme elle, évidemment, je ne voterai pas ces amendements, mais que derrière cette belle défense enflammée des multiples comités, il y a peut-être de bonnes raisons, peut-être des intérêts financiers, de nombre de représentants, et que si tout ça était transparent, eh bien, on comprendrait mieux certaines défenses ici dans cet hémicycle. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Desessard pour 2 minutes et demie, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Je partirai de la dernière phrase de Madame la Ministre. Elle nous dit ici, sur tous les bancs, ce qui intéresse, c'est la santé. Et cela ne doit pas être sacrifié. Admettons que ça soit vrai pour tout le monde, sauf M. Cadic, qui dit, lui, il faut faire simplifier. Bon, admettons que ça soit vrai pour tout le monde. Et que ça soit l'objectif numéro 1 du gouvernement. Vous ne nous avez pas donné d'exemple, Madame la Ministre. En quoi la santé serait mieux défendue dans une seule structure plutôt que dans 3? Vous avez dit il y a un exemple et bien d'autres. Quels sont ces bien d'autres que vous connaissez, que nous ne connaissons pas? Pouvez-vous nous expliquer ces bien d'autres dont vous nous avez parlé? Quels sont les exemples où vous les montrez que, effectivement, d'avoir une seule structure, on s'occupe davantage de la santé des travailleurs? Comment ne pas être sceptique quand vous dites que
une seule structure qui s'intéresse à l'économie de l'entreprise, à la gouvernance, va s'occuper mieux des problèmes de santé qu'une structure spécifique qui a l'habitude de traiter ces dossiers, où les gens s'y intéressent, qui sont en relation avec d'autres entreprises pour voir si les conditions de travail sont les mêmes, qui s'interrogent par rapport à des revues, l'information auprès du corps médical, si effectivement telle organisation dans l'entreprise ne va pas créer des problèmes de santé. Vous nous dites, non, dès qu'on s'occupe d'économie, on a réponse à tout. Mais vous ne nous avez pas montré en quoi le rassemblement de ces trois structures serait plus efficace. Si vous nous dites qu'il ne faut pas travailler en silo, comme vous l'avez dit, M. Cadic, ben il est simple de dire que les conclusions qui auront été faites à l'issue d'une réunion du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, évidemment, sera portée à la connaissance du comité d'entreprise. Mais je ne vois pas en quoi enlever une structure dont le rôle est de s'occuper de la santé, des conditions de travail, justement de tout ce qui porte atteinte à la santé des travailleurs, en la faisant disparaître, on sera plus efficace dans la santé. Alors si vous nous dites non, ce qui nous intéresse en premier, c'est d'être plus rentable au niveau économique et de faire disparaître des structures qui coûtent cher, là on peut être d'accord avec vous. Mais si vous nous dites c'est la santé notre préoccupation, il faut surtout maintenir ces trois structures différentes. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Assouline. Oui, partons de l'argument principal de Madame la ministre, qui a été de dire, parce que ça paraît effectivement cohérent, beaucoup de décisions économiques ont un effet immédiat sur la santé. Et que c'est plus logique, donc, dans votre raisonnement, d'avoir une seule instance qui permet d'avoir une vision globale, puisque chaque décision économique, sociale, peut avoir un effet sur la santé, etc. Mais c'est une construction intellectuelle, cette histoire. Pourquoi ? Parce que, en prenant le raisonnement de Madame Annie David, on peut complètement retourner l'histoire. Ce serait très bien qu'il y ait des réunions des différentes instances ensemble pour mettre en commun leurs compétences, leurs spécificités, leur savoir-faire, pour avoir une vision globale et prendre des décisions ou indiquer des décisions qui permettent de respecter tous les impératifs économiques, sociaux, santé, etc. Or, ce n'est pas ça que vous proposez. Dans d'autres domaines, on a eu ce type de débat, et vous allez voir où je veux en venir. M'occupant de culture, de médias, à un moment, on se posait la question qui paraissait complètement rationnelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de diffusion d'informations, de médias, etc., sans les tuyaux, sans les télécoms. Et donc, pourquoi il y a le CSA et l'ARCEP qui ont deux fonctions différentes dans deux domaines? Et certains disaient, mais moi, je voyais tout de suite la conséquence. C'est que si on mettait l'économie avec la puissance de ces réseaux et de ces intérêts, en fusionnant avec le CSA qui était sur les contenus de l'information et les contenus culturels, c'est l'économie qui allait dicter ce qui est bon pour la culture. Et c'est ça le rapport de force dans la société. Faisons pas comme si on est dans un monde idéal où tout le monde regarde l'intérêt général. Point. Donc là, de la même façon, me faire croire que parce qu'il y a une seule instance, eh bien, on va s'occuper mieux de santé, ce n'est pas vrai, parce que c'est avec l'organisme spécifique de gens formés là-dessus qu'ils vont tout le temps être là pour pointer ce sujet. C'est une évidence que dans le fonctionnement, ça se passera comme ça. Et si on est pour la suppression, même s'il y a des amendements de repli, c'est parce qu'on voit bien aussi ce qui se passe quand on débat plus en avant. J'ai vu, madame, hier les votes de En Marche, par exemple, qui soutient le projet du gouvernement. La droite ici droitise. Eh bien, hier, En Marche, à la fin, a voté l'article 1, amendé par la droite dans cet hémicycle. Merci, mon cher collègue. L'équilibre de cette loi, tant vanté, eh bien, on voit ce qu'il a donné. Merci. La parole est à madame Lyonnais. Vous essayez de respecter votre temps de parole, parce qu'autrement, on ne s'en sort pas. Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais réintervenir, mais beaucoup de choses ont été dites, notamment sur le CHSCT. Moi, je pense qu'il faut peut-être reformuler ça autrement. L'employeur n'est rien sans ses salariés, les salariés ne sont rien sans l'employeur. Je crois que c'est important de le dire.
Les instances IRP que vous dénommez de cette façon sont pour moi un lien social entre les salariés et l'employeur et aussi une forme de démocratie qui s'installe dans l'entreprise, qui est devenue aujourd'hui plus un rapport de force qu'une forme de démocratie et de lien social. Parce que les choses changent, le monde bouge, les entreprises se développent, il y a du rendement, bon, c'est pas... Voilà. Donc, chacun a son rôle. DP, CE, c'est différent. Les deux peuvent se regrouper. Le CHS, puisqu'on insiste vraiment sur le CHS, a un rôle qui est très spécifique. D'abord, il est le seul à avoir le lien avec le médecin du travail. Alors, je sais bien que la médecine du travail, vu à ce qu'on l'a réduit, on aura du mal à en parler aujourd'hui, mais quand même. Donc, c'est comme une forme de prévention. Ils sont formés à ça. Et je crois que le seul qui ne peut pas être regroupé avec le CE, et d'ailleurs personne ne parle du CCE qui a beaucoup plus de prérogatives que le CE, il faut quand même le dire, le comité central d'entreprise, qui est important aussi dans certaines. Je ne vois pas ce que le CHS va faire dans un milieu où il va se retrouver à défendre les droits du personnel, à défendre le milieu économique de l'entreprise ou son développement et à voter des rapports. Je crois qu'il a un rôle qui est spécifique et Madame la Ministre, j'ai écouté ce matin la radio, déjà la CFTC sur le CHS-CT commence à tiquer. Je crois qu'il faut revoir votre position. Ça ne sert à rien de mettre une sous-commission à la place du CHS, ça va développer d'autres demandes. Et je crois qu'il faut vraiment séparer le CHS-CT des autres instances représentatives du personnel pour faire de la prévention, pour permettre le lien avec le médecin du travail, qui a un rôle très important, qui, le médecin du travail, je le rappelle, revoit l'employeur et donne un rapport chaque année qui est voté par les membres du CE et du CCE. Et ça me semble important. L'entreprise ne pourra pas évoluer si le CHSCT est réduit à des IRP, ce que vous appelez, avec l'EDP et le CE. Donc, Madame la Ministre, je vous le demande solennellement, revoyez votre position. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Durand. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, l'histoire du progrès social, l'histoire du progrès économique, c'est une suite ininterrompue de textes qui ont cherché à améliorer les conditions de travail. C'est la durée du temps de travail, c'est la qualité et la santé au travail. Et l'aboutissement dans notre droit national de ce progrès, c'est le CHSCT. Je vous ai entendu, Monsieur Cadic, tout à l'heure, avec votre versant très très libéral, nous dire que finalement ici, ce qui était en jeu, c'était des intérêts particuliers. Je pense qu'il faut un peu universaliser le propos. Parce que sur ce sujet-là, soit vous êtes naïf ou vous êtes indifférent. Quand nous travaillons il y a quelques mois sur une loi qui s'appelait Devoir de vigilance et qu'on cherchait à améliorer les conditions de travail à l'autre bout de la planète, en cherchant à vérifier que la chaîne de sous-traitance permettait à des ouvriers au Bangladesh de ne pas périr dans la destruction d'immeubles à moitié désaffectés, je pense qu'on a un propos et une intention qui est universelle et qu'on n'est pas sur de petits intérêts médiocres. Parce que si on en reste à cet idéal que vous défendez, qui est un idéal de l'autorégulation, il se passe ce qu'on constate par exemple au Bangladesh ou dans la Silicon Valley. Vous allez chez Twitter par exemple et on vous explique que prendre ses congés, ça n'a pas d'intérêt, c'est un sujet cool en fait. Il ne faut pas déposer les congés, on les prend si on veut, on va voir son manager et puis on dit je pars en congé, il n'y a pas de problème. Mais ça ne se passe pas parce que finalement la subordination, elle existe. Elle existe dans tous les domaines de l'activité économique. Les contraintes économiques, elles écrasent toutes les autres considérations. Donc, ne pas sanctuariser ces questions d'hygiène, de sécurité, de santé au travail, c'est risquer de les subordonner définitivement aux questions économiques qui ont leur légitimité. Mais c'est bien inverser les valeurs que nous voulons, c'est-à-dire protéger, sanctuariser, mettre à part ces questions, parce que in fine, ça a été dit par ma collègue Lignonnet, quand on a des gens motivés, quand on soigne son capital humain, quand on a des gens qui sont intéressés, des salariés qui sont intéressés à leur travail, qui travaillent dans de bonnes conditions, ils sont plus productifs, tout le monde y gagne et ils ne risquent pas d'être soumis aux seules considérations économiques immédiates. Merci mon cher collègue. La parole est à Monsieur Dantec.
Oui, l'adage populaire, nous le connaissons tous, dit que la santé n'a pas de prix. Je pense que c'est ce qui devrait vous guider sur ce débat. On pourrait presque dire par extension que le CHSCT non plus n'a pas de prix. Il n'a pas de prix dans le fonctionnement de l'entreprise. Moi, je ne vois pas comment fonctionne votre système. Alors, on a bien compris, il y aurait peut-être des sous-groupes. Enfin, bon, d'un autre côté, on vous donne les clés pour écrire par ordonnance, donc on n'y reviendra pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment, ça reviendra vers le comité d'entreprise, qu'entre la discussion sur les chèques vacances, on aura la discussion sur des risques importants dans l'entreprise. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le CHSCT, c'est un vrai progrès social. On est en train de discuter aujourd'hui de l'amiante. On voit bien que, et on a passé ici au Sénat, et c'est une loi que nous avons portée au niveau du groupe écologiste, une loi sur les lanceurs d'alerte, et on a essayé d'améliorer le système pour justement éviter les risques. Et vous, finalement, vous remettez le risque dans l'entreprise. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il faut un lieu de sérénité, un lieu où on peut discuter des heures s'il le faut pour trouver une solution face à un risque identifié, face à une pénibilité identifiée. Ça marche, ça marche. Il faudrait même plutôt renforcer le CHSCT. Ce que vous êtes en train de faire, alors je ne sais pas si c'est la nostalgie d'un temps de lutte sociale brutale et où il n'y avait aucune cogestion dans l'entreprise, mais vous êtes en train de mettre en place un système où, comme les lieux de régulation vont être affaiblis, vous allez revenir vers des luttes sociales et des affrontements plus importants. Je n'avais pas le sentiment que c'était la proposition initiale du président Macron, mais vous allez directement vers ça. Donc je crois qu'effectivement, comme l'ont dit un certain nombre de mes collègues avant, il est encore temps que la raison l'emporte, qu'on sanctuarise, je reprends le mot, c'est le vrai mot, le CHSCT, qu'on le renforce ses moyens, qu'on ait un lieu de sérénité, j'insiste sur ce mot, qui soit dégagé des autres jeux internes de l'entreprise, que ce soit les rapports de force en syndicat et évidemment l'ensemble des questions économiques. Sinon, nous régressons et la régression, ça veut dire demain plus d'affrontements directs dans l'entreprise. Il ne me semblait pas que c'était la vision de la société que vous défendiez. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Vatrin pour explication de vote. Oui, d'abord, je m'adresserai à Madame la Ministre, parce que je crois que tout le monde a cela en tête. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Parce qu'en gros, vous nous dites, on fond le CHSCT dans une instance unique avec 3 composantes, et après, eh bien, on crée une commission. Je crois que ce n'est pas ce qui me paraît être le plus opérationnel. D'ailleurs, je crois que les CHSCT fonctionnent aujourd'hui, et que s'il y a des frustrations, il y en a effectivement. Moi, je rencontre des salariés régulièrement qui sont dans les CHSCT, simplement qu'il manque de médecins du travail, il manque d'inspecteurs du travail, et que les problèmes qu'ils relèvent, qu'ils font remonter, ne sont pas malheureusement bien pris en compte aujourd'hui. Alors à M. Cadic, je dirais que la ficelle est un peu grosse. Vous êtes chef d'entreprise, on le sait, et vous trouvez bien de fondre le CHSCT, qui peut-être peut un petit peu embêter les patrons parfois, à poser des questions vous préféreriez ignorer. Eh bien, vous dites, on va fondre ça dans une instance stratégique. Je voudrais simplement vous faire remarquer que c'est contre-productif du point de vue de la compétitivité même de l'entreprise. Et moi, je le prouve, je ne fais pas qu'affirmer. J'ai regardé une étude du cabinet Apicil Mozart Consulting qui indique très récemment que le coût global du mal-être au travail se monte à 12 600 € par an et par salarié du privé pour l'entreprise. C'est donc bien contre-productif le fait de ne pas vouloir s'attaquer spécifiquement à ces problèmes. Et moi, je vous livre un petit peu plus en détail, puisqu'il me reste 40 secondes. Le coût global du mal-être au travail, donc c'est 12 600 €, comme je viens de le dire. Si 2 500 € sont liés à des coûts incompressibles, arrêt de travail, etc., 10 100 € pourraient être économisés par les entreprises si seulement en prenant en compte ce que cette étude appelle le désengagement salarié-employeur, qui peut se traduire par des arrêts causés par une charge de travail trop lourde, par des burn-out, par des problèmes de santé et de sécurité, peut être aussi le fait d'une perte de sens au travail, d'un manque de reconnaissance, d'information, de dialogue social, d'un isolement ou de conditions dégradées. Voilà, effectivement, que les conditions du travail, si elles sont bien prises en compte et les problèmes résolus,
peut faire économiser 10 000 € par salarié, par entreprise. Merci, mon cher collègue. Je vais mettre aux voix ces 3 amendements. Madame Lienemann, vous avez la parole. Vous n'avez pas levé. Répondre à Madame Brick. Elle nous donne l'exemple de Solvay. Elle nous dit, mais voyez que dans la chimie, ils sont capables de se mettre d'accord, ils unissent, ils réunissent leurs instances représentatives, le CHSCT, etc. Ça peut se faire. Une entreprise et des organismes peuvent décider de réunir régulièrement leurs instances ensemble pour pouvoir traiter. D'ailleurs, de ce point de vue, la proposition de Madame David me paraît de frapper du coin du bon sens. Sauf que justement, le Conseil d'État lui-même s'étonne dans son avis que vous imposiez que ce soit obligatoire. Parce que moi, si un accord majoritaire amène à penser que dans certains cas, il vaut mieux être relativement unifié, pourquoi pas? Mais c'est possible. Sauf que là, vous rendez impossible le maintien des différentes structures. Et vous êtes, soi-disant, le gouvernement nous dit qu'on est pour la négociation sociale. Donc c'est totalement contradictoire. C'est le seul sujet où ils n'ont pas le droit de négocier. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous voulez qu'il y ait moins de représentants des syndicats et du personnel dans les entreprises. De la même manière que vous voulez moins d'élus locaux, vous voulez moins de parlementaires. C'est une philosophie du pouvoir qui est de renforcer en permanence l'exécutif, le décideur, par rapport à ceux qui interviennent dans ce qu'on appelle les partis qui doivent décider dans une entreprise comme dans la société. C'est cette philosophie-là qu'il faut concentrer le pouvoir, concentrer les structures, qui est, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Parce qu'il y a des intérêts différents entre la logique économique et l'hypervigilance en matière de santé et de sécurité. Et je voudrais savoir ce que pense M. Hulot, qui nous parle, quand on l'auditionne, de l'importance de la santé environnementale, et qui sait bien à quel point il y a des enjeux de santé environnementale dans le travail. Produits chimiques, poussières fines, etc. Il y a d'énormes enjeux environnementaux. Il y a même d'énormes enjeux en termes de sécurité environnementale. Et le CHSCT, c'est un lieu de vigilance collective, en plus de le lieu de la prévention. Et vous allez le noyer dans une commission. Vous savez, comme tu disais, il y a des adages populaires. Quand on veut noyer un problème, on crée une commission. Eh bien, voilà ce que vous êtes en train de nous proposer. On va tout resserrer et puis on va créer une commission. Eh bien non, merci. Madame la ministre, non et non et non. Merci, ma chère collègue. Madame Tasca, vous souhaitez intervenir? Vous avez la parole pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais poser une question à Madame la ministre. On voit bien qu'il y a là 2 objectifs qui se confrontent et parfois se contredisent. Un objectif de mise en commun du travail de l'ensemble des représentants du personnel dans leurs différentes fonctions et un objectif qui me paraît aujourd'hui essentiel, qui est celui de garder un travail spécifique sur les problèmes de santé qui prennent de plus en plus d'importance et de gravité dans les entreprises. Vous avez entrouvert une porte, Madame la Ministre, en évoquant la possibilité de créer au sein du nouvel organe fusionné une, je ne sais pas comment on l'appelle, une commission qui serait en charge des compétences actuelles du CHSCT. Pourquoi le gouvernement ne prend-il pas l'engagement de rendre la constitution de cette cellule à l'intérieur du grand ensemble obligatoire et de droit? Vous auriez là à la fois votre objectif d'unité du travail et de traitement spécifique de la santé. Puis j'ajoute une autre question, quid du nombre des représentants dans cette instance? Là aussi, en ce qui concerne la santé, vous pourriez prendre l'engagement que les textes prévoient le maintien du nombre des délégués du CHSCT. Merci, ma chère collègue. Je vais donc, Madame la Ministre, souhaitez-vous répondre? Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le cœur du sujet, c'est est-ce qu'on croit que le dialogue, s'il est à la fois social et économique, il apporte de la valeur.
J'ai cité 2 exemples, celui de la prévention des risques psychosociaux, plus rapidement celui des fusions-acquisitions. Je voudrais vous en donner 2 autres, car c'est le cœur du sujet. C'est quelle va être la valeur ajoutée dans le dialogue de pouvoir parler à la fois de l'économique et du social. Exemple très quotidien. Un salarié saisit son délégué du personnel pour faire part de ses difficultés de santé pour continuer à travailler en équipe. Ça, c'est quotidien. Ça arrive tous les jours dans l'entreprise. Aujourd'hui, le délégué du personnel va poser la question à l'employeur pour essayer d'avoir une réponse individuelle. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Mais dans la même entreprise, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des sujets de ce type-là. Et avec le comité social et économique, cette question sera à la fois traitée individuellement dans le respect du secret médical, mais l'aspect organisationnel, qui n'est jamais pour une seule personne, pourra être pris en compte également. Et donc les aspects organisation et qualité de vie au travail pourront proposer des réflexions qui iront plus loin. Je pense, d'ailleurs, c'est un des sujets qu'on a beaucoup lorsqu'il y a une personne handicapée dans une équipe. Est-ce qu'on aménage juste pour la personne ou est-ce que c'est l'occasion, du coup, de revoir les conditions d'horaire du travail, d'organisation du travail, de qualité du travail? Et là, c'est plus la même instance. Et donc, ce type de sujet, c'est le quotidien des entreprises. Donc, le fait de pouvoir associer les 2 volets, ça va permettre d'aller plus loin sur la prévention, sur l'organisation. D'ailleurs, je constate qu'il y a les autres pays européens qui, eux, en général, ont une seule instance. Beaucoup d'entre eux ont des meilleurs résultats que nous en matière de sécurité du travail. Donc, ce n'est pas lié au nombre d'instances. C'est lié à comment on travaille, qu'est-ce qu'on met sur la table, quel est le pouvoir de discussion, de négociation qu'on a et comment tout le monde s'engage. Et là, c'est aussi bien employeur que représentant du personnel. Je vais vous donner un 2e exemple. Vous m'excuserez parce qu'il est personnel, mais comme j'ai un tout petit peu d'expérience de la ressource humaine, j'ai forcément pas mal d'exemples. Il y a une dizaine d'années, dans le groupe dont j'étais directrice générale des ressources humaines, nous avons mis en place avec la négociation, et là une négociation non seulement nationale mais mondiale, une protection sociale pour l'ensemble des 100 000 salariés dans le monde. 60 000 d'entre eux, avant, n'avaient pas de protection sociale ou une protection très faible, parce qu'il y a des pays où il y a très peu de protection sociale ou réservée aux cadres. Même en France, il y avait des disparités sur un certain nombre de sujets. Pourquoi c'était important de ne pas en faire simplement une discussion sociale? Si ça avait été une discussion seulement sociale, le coût que ça aurait représenté aurait dissuadé une grande partie des directeurs de filiales. Il y avait 100 filiales concernées. Il y a toujours le tiers des avancées sur le plan social. Les autres n'auraient pas été convaincus et auraient vu qu'un coût donc on aurait été dans le conflit entre l'économique et le social. Mais on a raisonné économique et social. Et et ça d'ailleurs, ça renvoie au rapport que vous évoquez, qu'est-ce qu'on a vu et qu'on a mesuré? Donc on s'est donné des indicateurs sociaux et économiques pour mesurer les résultats. C'est que parce qu'il y avait une meilleure protection sociale, d'abord, ça c'est le plus important de tout, ça sauvait des vies. Et ça, c'était la chose la plus importante. Mais en même temps, l'absentéisme baissait, le taux d'engagement augmentait, et de façon générale, on pouvait mesurer qu'il y avait aussi un retour économique. Résultat, cette mesure qui a été prise et qui concerne tous les pays du monde dans cette entreprise, chez Danone, maintenant perdure. Et perdure quoi qu'en pensent les gens. Il n'y a pas besoin d'être militant. C'est juste qu'on a trouvé l'articulation entre le social et l'économique. À tel point que l'OIT s'est saisie de ce sujet, qu'on a fait un exemple. Il y a maintenant 300 entreprises dans le monde qui le font. Et l'OIT est en train de positionner ce sujet pour voir comment on raisonne social et économique, comment ça apporte à la fois du progrès social et la performance économique. Donc des exemples comme ça. Et j'ai plein de DRH, plein de syndicalistes qui m'ont donné d'autres exemples. Il y en a beaucoup. Donc faites confiance aux acteurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites confiance aux acteurs. Ils vont trouver des idées qui apportent de la valeur. Merci, Madame la Ministre. Dernier orateur en explication de vote, Monsieur Touraine. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques réflexions. La première, c'est qu'il existe 194 ou 195 pays dans le monde. Et nous avons coutume de dire, par comparaison, qu'il y a des pays qui, n'ayant pas ou ayant les équipements ou les institutions que nous n'avons pas, réussissent mieux que nous. On trouvera toujours, sur les 194, on trouvera toujours un pays qui nous montrera le chemin. Je peux d'ailleurs dire, pour avoir enseigné pendant quelques années aux Marquises, qu'il n'y avait pas beaucoup de cancers aux Marquises.
Et il n'y avait pas non plus de CHSCT. Donc, c'est grâce au fait qu'il n'y ait pas de CHSCT qu'il n'y avait pas beaucoup de cancers aux Marquises. Ah non, mais ça, c'est le type de raisonnement qui est tenu la plupart du temps, qui m'irrite un peu. De la même façon que 95% des gens meurent au lit. Est-ce que le lit, pour autant, est un endroit dangereux? Ça me paraît aussi assez rapide comme type de raisonnement. Je voudrais indiquer ici que, bon, c'est en partie de façon un peu égoïste, parce que j'ai pas trop envie de mélanger les couleurs des cartons de vote. C'est toujours un travail extrêmement difficile, et comme il y a un scrutin public qui est demandé, j'aimerais éviter ce genre de choses. Mais il se trouve que dans la commission des affaires sociales, le groupe socialiste a préféré, plutôt que d'évacuer l'ensemble de l'article 2, il a préféré que nous discutions article par article pour donner notre opinion, notre sentiment, la réflexion qui est la nôtre et les objections que nous pouvons formuler. Et par conséquent, je suis un peu ennuyé. Normalement, nous devrions voter contre l'amendement en nous réservant de dire combien nous sommes opposés à l'idée de fusionner totalement les instances représentatives du personnel. Et pour ce faire, il faut tout de même que nous nous concertions un peu. Donc, Monsieur le Président, si vous voulez nous accorder 5 minutes de suspension de séance, ça m'arrangerait bien. Merci, mon cher collègue, dont je vous accorde 5 minutes de suspension de séance, à l'issue de laquelle nous passerons au vote de ces 3 amendements, puisque j'ai été saisi d'un scrutin public par le groupe communiste, républicain et citoyen. Donc vous avez 5 minutes. Voici le résultat du scrutin numéro 130 sur les amendements identiques numéro 8, rectifié bis, 55 et 73, rectifié bis. Nombre de votants, 340. Nombre de suffrages exprimés, 273. Pour l'adoption, 43. Contre, 230. Le Sénat n'a pas adopté. Et je suis saisi d'un amendement 137 rectifié qui est présenté par M. Vatrin. Vous avez la parole, mon cher collègue. Le débat sur la durée légale hebdomadaire du travail est un débat au moins autant philosophique qu'économique. Quelle société voulons-nous en effet? N'en déplaise à l'ancien Premier ministre qui fustigeait la société du farniente, le droit au temps libre est inscrit dans l'ADN du courant de pensée émancipateur auquel nous adhérons. Je ferai tout d'abord remarquer qu'y compris à droite, l'idée des 32 heures rémunérées à équivalence temps plein a fait du chemin et a même été appliquée. On peut penser ici à la loi de Robien de 96 qui, en échange d'exonération de cotisations sociales, permettait aux entreprises d'appliquer les 32 heures. C'est ainsi que des sociétés comme Macri, Fleury-Michon, Télérama avaient sauté le pas. À l'étranger, ce sont des grands patrons comme Carlos Slim ou le patron de Google, Larry Page, qui ont défendu la semaine des 32 heures, à même de développer l'émancipation humaine, mais aussi les mutations économiques. En effet, c'est là qu'on aborde le débat économique pur. L'augmentation du temps libre est aussi une chance pour le développement de nouvelles activités économiques. Mais pour appréhender concrètement l'intérêt des 32 heures hebdomadaires payées 35, il faut dresser un portrait précis de la société. La productivité par travailleur augmente en permanence, tout comme le chômage de masse. Par principe, la consommation et les besoins ne sont pas infinis, ce qui implique qu'à terme, il y aura raréfaction de l'emploi. De fait, le principe d'un nouveau partage du temps de travail nous semble être le meilleur moyen pour lutter efficacement contre le chômage, tout en maintenant le niveau de productivité par travailleur. C'est notamment ce raisonnement qu'a suivi la Suède pour appliquer les 32 heures avec une première expérimentation par Toyota en 2002. Résultat, cela a permis de faire progresser la consommation intérieure et une réduction du taux de chômage. Dernier élément régulièrement oublié par les détracteurs de la réduction du temps hebdomadaire, ses vertus en matière de santé des travailleurs et donc de santé financière de la sécurité sociale. Merci, mon cher collègue. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le Président rapporteur? C'est un avis défavorable, Monsieur le Président. Et quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Monsieur le Président, avis défavorable. Je rappelle que la durée légale n'est pas une durée maximale du travail, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Et je porte à l'information du Sénat que dans nos 48 réunions de concertation, les partenaires sociaux, tant patronaux que l'organisation syndicale de salariés, aucun n'en a fait une demande prioritaire de revoir la durée légale du travail à la hausse ou à la baisse. Ce n'est pas une demande sociale ou patronale. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 137 rectifié et je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe communiste et républicain, par la commission, pardon, par la commission. Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 131 sur l'amendement 137 rectifié. Nombre de votants 339, nombre de suffrages exprimés 338. Pour l'adoption 21, contre 317. Le Sénat n'a pas adopté. Nous passons à l'amendement 9 rectifié qui est présenté par Madame Lienemann. Le 9 rectifié. Il est défendu. Il est retiré. Merci. Nous arrivons au 199 présenté par Monsieur Cadic. Un amendement similaire a été posé sur l'article 1, donc il avait été commenté hier, donc c'est la même, il est défendu. Merci. Il est défendu. Donc je mets aux voix l'amendement. Je demande à la Commission quel est l'avis sur l'amendement 199. Oui, Monsieur le Président, merci. La Commission n'est pas certaine que cet amendement soit, comme l'annoncent ses auteurs, de nature purement rédactionnelle. Il semble modifier le champ d'habilitation de la réforme des IRP aux établissements publics industriels et commerciaux, ainsi qu'aux établissements publics à caractère administratif des salariés de droit privé. Je vais donc interroger le gouvernement pour savoir si ces structures étaient déjà incluses dans le projet du gouvernement, et en fonction de l'avis du gouvernement, la Commission se rangera à celui-ci. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre ? Monsieur le Président, oui, le droit actuel du Code du travail, c'est tous les salariés de statut de droit privé, sous contrat de droit privé, donc ça inclut bien les EPIC et les EPA. On a eu un amendement similaire hier sur l'article 1. C'est donc un amendement de précision, mais compte tenu des questions qui sont souvent posées, c'est un amendement de précision qui nous paraît utile, mais qui ne change rien au fond. Il serait de toute façon... Donc j'ai un avis favorable. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement avec deux avis favorables, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement est adopté. Nous passons à l'examen de 25 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le premier, le 160, est présenté par Monsieur Desessard. Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas être long puisque je suis le premier intervenant pour un tunnel de 25 amendements. Donc je vais donner ma petite lumière d'explication d'où nous en sommes. Madame la Ministre, tout d'abord, excusez-moi, je reviens en arrière, je sors du tunnel. Vous ne m'avez pas convaincu. Vous nous avez pris comme exemple, un exemple de Danone, où certainement vous avez excellé, bravo. Multinationale, bien sûr, formidable. Et vous avez dit, il ne faut pas opposer l'économique et le social. Très bien. Bon, très bien. Mais après, on n'a pas vu l'intérêt de regrouper les trois instances. Là, il n'y avait pas d'exemple. Je vous ai demandé des exemples tout à l'heure et sur bien d'autres. Je n'ai rien entendu. Madame Tasca vous a posé une question. Rien du tout. Bon, peut-être qu'il faut le temps de voir clair. Madame David, hier soir, vous a dit qu'à un certain moment, vous avez défendu les CHSCT, vous ne nous avez pas expliqué en quoi cette conviction que vous aviez il y a quelques années a changé. Bon, vous êtes ministre d'un gouvernement qui veut changer, donc je comprends très bien que vous disiez « je pensais ça à une époque, mais depuis que je suis ministre, je ne le pense plus, vu que j'ai d'autres intérêts à défendre ». Ça serait plus net. Alors, quelle est la petite lumière que je veux dire? C'est qu'il y a la lumière de M. Cadic, qui dit, lui, l'entreprise, on ne lui demande pas d'être citoyenne. On lui demande de faire des bénéfices. On lui demande que ça ne discute plus éternellement dans l'entreprise. Il faut que ça marche.
en marche dans l'entreprise. Voilà, c'est sa vocation de l'économie. Et à la société, le reste, la santé, la solidarité, tout ça, mais l'entreprise, il faut que ça marche. Voici une logique. Et nous, on a une logique différente. On dit l'entreprise, elle doit être citoyenne, que ce qui se passe dans la santé, dans l'entreprise, c'est important. On ne doit pas tout faire supporter par la société qui ne sera pas capable de le faire. Donc essayons d'avoir une prévention dans l'entreprise pour qu'il n'y ait pas des problèmes qui se répercutent dans la société. Et on demande effectivement qu'on prenne non seulement des solutions lorsqu'il y a des risques, mais aussi une prévention. Et pour cela, le meilleur moyen, c'est de maintenir un comité spécifique qui s'intéresse aux questions de santé. Voici la petite lumière entre la proposition libérale de M. Cadic affirmé que vous soutenez et une solidarité que nous défendons en voulant maintenir le CHSCT. Merci, mon cher collègue. La parole pour la défense de l'amendement 74 rectifié, M. Antiste. Oui, Monsieur le Président. Oui. Cet amendement de repli a pour objet de supprimer l'alinéa 2 relatif à la création d'une instance unique de représentation de salariés. Cette apparente simplification conduit en effet à remettre en cause le droit fondamental des salariés. Elle permet la suppression pure et simple des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition. Merci, mon cher collègue. L'amendement 101, Madame Cohen, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Le comité social et économique, future instance fusionnant les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT, aura moins de membres que l'ensemble des 3 instances actuelles, avez-vous déclaré, Madame la Ministre, le 17 juillet dernier. Pour une fois que le gouvernement nous donne une information sur les résultats de la concertation, avec les syndicats et les arbitrages du gouvernement sur l'instance unique, eh bien, nous en prenons acte. Mais si le nombre de représentants du personnel n'est pas l'alpha et l'oméga, surtout si les compétences et les moyens de l'instance fusionnée sont réduits, cela, en même temps, pose problème. Ça vous a été dit maintes fois par les différents intervenants demandant notamment la suppression. Cet article revient sur les acquis du mouvement social et prive les salariés des outils nécessaires à leur défense que sont actuellement le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel, auxquels il faut ajouter les délégués syndicaux que le gouvernement souhaite voir disparaître par accord de branche ou d'entreprise. Alors, Madame la Ministre, je sais que finalement, vous pensez que nous répétons un peu en boucle toujours les mêmes choses, mais je dois dire que moi non plus, je ne suis pas du tout convaincue par vos arguments. Pourquoi? Parce que depuis le début, vous nous dites « faites-nous confiance ». Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais toutes les questions que nous posons ne trouvent absolument aucune réponse qui peut effectivement nous convaincre, ou en tout cas nous amener à réfléchir. Vous restez sur l'origine de votre projet, vous ne démontrez rien, et vous faites appel au niveau des parlementaires comme au niveau des salariés, dans une négociation qui finalement semble assez asymétrique, pour ne pas dire dissymétrique. Eh bien, il faut simplement vous faire un chèque en blanc. Vous comprendrez bien que ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. On voit que la façon dont finalement vous présentez les choses, vous gommez totalement le fait que dans une entreprise, on a parlé de lien de subordination, il y a un rapport de classe avec des intérêts différents qui ont conduit lors des conflits à la création de chaque organisme de représentants du personnel en réponse à des besoins spécifiques exprimés par les salariés. Et en réalité, vous gommez tout ça, vous balayez tout ça d'un revers de main, et sous couvert de renforcement du dialogue social, eh bien vous gommez tout dialogue social. Merci, ma chère collègue. L'amendement 29 rectifié, il est présenté par M. Touraine. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, il s'agit de remplacer, concernant la DUP, le terme fusionnant par regroupant. La différence peut paraître sémantique, elle est considérable.
Les DUP concernent plus de 60% des entreprises de 50 à 200 salariés disposant d'une instance représentative du personnel. D'après la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, 24% des entreprises de 200 à 300 salariés ont une DUP. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un accord collectif majoritaire peut déjà procéder au regroupement des instances représentatives du personnel, qu'il s'agisse de 2 d'entre elles ou des 3. L'instance ainsi créée exerce l'ensemble des attributions des institutions qu'elle regroupe en leur lieu et place. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, en application du Code du travail issu de la loi du 17 août 2015, l'employeur peut mettre en place une DUP en y intégrant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il s'agit d'un regroupement et en aucun cas d'une fusion. Au sein de la DUP, chaque institution, déléguée du personnel, comité d'entreprise et CHSCT conserve ses attributions. La fusion qui nous est proposée ici apparaît comme une contrainte et non une possibilité offerte aux entreprises. Elle risque fort d'aboutir à une confusion avec les ordres du jour pléthoriques. En choisissant le terme fusionnant, les prérogatives de chaque institution ne seraient plus garanties. La question des moyens est évidemment posée, elle a été posée tout de suite. Par exemple, les crédits d'heures seront-ils aussi fusionnés? Chaque entreprise, selon les secteurs d'activité, est différente et il convient de respecter ces identités différentes et de laisser mettre en place des modalités de dialogue et de négociation collective qui leur conviennent. Enfin, ce problème est un problème majeur pour les compétences primordiales exercées par le CHSCT dans l'intérêt des travailleurs présents dans l'entreprise, qu'ils soient salariés de celle-ci ou mis à disposition d'une entreprise extérieure. Il faut rappeler que nous atteignions en 2015 40 millions de journées d'incapacité temporaire. On a compté 545 décès en 2015, en hausse de 8%. Cette situation interdit que le CHSCT soit automatiquement et autoritairement dilué dans un organisme pléthorique. Il doit garder sa spécificité, sa capacité d'alerte et d'analyse. Il doit garder sa personnalité morale, la capacité à ester en justice, pouvoir recourir à des expertises spécifiques avec un financement dédié. Merci, mon cher collègue. L'amendement 210 rectifié bis. Monsieur Assouline, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de repli. Ça n'enlève rien au fait que nous nous sommes opposés, pour beaucoup, à l'ensemble de l'article et au fait qu'il y ait cette fusion. Et d'ailleurs, conforté par quelque chose que j'ai pu remarquer par rapport à l'évolution du débat, c'est que quand Madame Catherine Tasca a posé une question très concrète, que la sous-commission évoquée par la ministre, qui s'occupe de santé, etc., soit installée, c'est-à-dire soit spécifiée comme obligatoire, et que le nombre de représentants ne soit pas diminué par rapport à aujourd'hui, il n'y a même pas eu l'esquisse d'une réponse. C'est bien que l'on envisage, ou sinon elle est facile à faire, c'est à cela que sert le travail parlementaire d'ailleurs, c'est qu'il peut y avoir des intentions mal comprises et puis l'évolution du débat, puisque Madame la ministre nous a dit en rien on ne veut mettre de côté la question de la santé, on aura même des sous-commissions, c'est possible, c'est pour harmoniser, avoir un point de vue d'ensemble, les décisions économiques prenant en compte les questions de santé, tout ça on a entendu. Et quand on travaille pour que tout cela soit sur papier, avec une question précise de Madame Tasca, vous ne répondez pas parce que vous ne voulez pas répondre au fait qu'il y aura le même nombre de délégués, de représentants, et que donc l'objectif n'était pas tout ce que vous nous disiez, mais de réduire le nombre de délégués. D'ailleurs, c'est ce que demande Monsieur Gattaz et le MEDEF. C'est bien cela qu'il demande, c'est pas de rationaliser la prise en compte dans une entreprise des problèmes d'hygiène, de santé au travail, etc. Donc voilà, là, un amendement de repli qui est de dire que la fusion peut être à titre expérimental et elle doit l'être par accord majoritaire des syndicats. Si vous vous opposez aussi à ça, ça signera, je crois, que les intentions de cet article n'étaient pas celles que vous nous avez exposées, parce que franchement, cet amendement de repli est quelque chose qui, même dans la nouvelle
pratiques encouragées, y compris par vous, sur les expérimentations, ensuite on a un retour, on analyse, on prend des décisions, ne sont pas vraiment les motivations. Donc je vous demande vraiment, sur cet amendement de repli, de répondre favorablement, mais de répondre aussi à Madame Tasca, s'il vous plaît. Merci, mon cher collègue. L'amendement 30 rectifié, qui c'est qui le présente? Monsieur Touraine. Oui, c'est une curieuse façon d'intervenir et de regrouper, parce qu'on présente en même temps l'amendement qui nous paraît souhaitable et en même temps l'amendement de repli, et c'est le cas. Il s'agit là, dans l'alinéa 2, d'insérer les mots « sauf accord déterminant les conditions dans lesquelles plusieurs institutions représentatives du personnel sont maintenues au sein de l'entreprise », ce qui signifie en clair qu'on prône ici la liberté de négociation, l'accord collectif, l'accord d'entreprise, mais que pour les instances représentatives du personnel, il n'y a pas le choix, l'obligation est faite à tous de se caler sur le même modèle et de fusionner l'ensemble de ces institutions. Par conséquent, il est demandé, au cas où le premier amendement ne serait pas accepté, de laisser la possibilité à l'accord de décider si on doit regrouper ou non l'ensemble des instances représentatives du personnel. Merci, mon cher collègue. L'amendement 102 est retiré. Nous arrivons à l'amendement 103. Qui c'est qui le présente? Madame Pruneau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Une nouvelle fois, on ne peut que relever le hiatus entre l'ambition que vous affichez et les moyens que vous mettez en œuvre pour ce faire. Ainsi, en fusionnant les instances de représentation du personnel, vous supprimez de facto les commissions obligatoires incluses dans les comités d'entreprise. Comment pouvez-vous justifier, Madame la Ministre, la suppression de la commission de la formation professionnelle et de l'emploi, alors même que la montée en charge des besoins en connaissances et en qualification est importante au vu des évolutions technologiques constantes? Comment pouvez-vous également justifier la suppression de la commission de l'égalité professionnelle, alors même que les différences de rémunération entre les sexes et d'évolution de carrière sont toujours plus élevées? Dernier exemple, comment pouvez-vous justifier la suppression de la commission d'information et d'aide au logement alors même que l'accès à la location et à la propriété est à la fois nécessaire et vital et surtout de plus en plus difficile au vu de la stagnation des salaires, l'envolée des prix et la pénurie des logements sociaux? Ainsi, vous proposez de supprimer des commissions nécessaires tant par l'accès aux informations pour les salariés que pour la tranquillité des employeurs qui, en faisant le jeu de la transparence, sont insoupçonnables. Ces groupes de travail ont montré, depuis leur création, toute leur expertise et leur capacité à aiguiller les comités d'entreprise. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. L'amendement 207 rectifié, présenté par Madame Lamure. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Cet amendement impose au gouvernement de procéder, dans le cadre de la création par ordonnance de l'IRP, au relèvement des seuils d'effectifs à partir duquel l'organisation d'élections professionnelles est obligatoire. Ces seuils, qu'il s'agisse de celui de 11 ou de 50 salariés, constituent des freins psychologiques et administratifs au développement des entreprises et agissent comme des freins à leur croissance. Ces seuils sont d'ailleurs dans les faits peu respectés. À titre d'exemple, seulement 38% des entreprises de 50 à 99 salariés comptent un comité d'entreprise. Il convient donc de mettre le droit en cohérence avec la réalité et de doubler ces seuils. Chers collègues, l'amendement 31 rectifié, Monsieur Touraine, vous avez la parole. Oui, il anticipe un peu sur l'amendement qui vient d'être présenté par Madame Lamure. Cet amendement a été présenté et nous nous inscrivons en faux sur cet amendement. La mention des seuils effectifs dans cet alinéa peut aboutir à ouvrir la boîte de Pandore sur cette question. Nous sommes bien évidemment opposés à un éventuel relèvement des seuils légaux qui ne semble pas d'ailleurs faire partie
de la concertation avec les organisations syndicales. Derrière cela se trouvent les questions relatives non seulement aux attributions et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, mais aux moyens, à la formation, au financement du recours aux expertises, qui, comme vous le savez, Madame la Ministre, est un sujet de fâcherie. Vous en avez l'illustration ici. C'est pourquoi il serait souhaitable que, Madame la Ministre, vous puissiez nous expliquer clairement l'utilité de cette mention et quel est votre point de vue là-dessus. Merci, mon cher collègue. L'amendement 231, monsieur le rapporteur. Merci. L'amendement 32 rectifié, monsieur Touraine. Il s'agit là du nombre de mandats successifs pouvant être accomplis par les délégués à l'intérieur de l'entreprise. L'intention existait dans la mouture présentée par le gouvernement. Elle a été précisée par le vote de la commission qui a décidé que 3 mandats, ça suffisait. C'est-à-dire, en général, comme ils sont de 3 ans, ça fait 9 ans. Alors qu'en même temps, on nous dit qu'il faut apporter aux délégués syndicaux, aux représentants du personnel, il faut leur apporter les moyens de leur formation et que cette formation, certes, elle est en partie théorique, mais elle est surtout sur le tas. Il n'y a pas seulement la connaissance des textes, il y a aussi la façon de se comporter, la capacité à être à l'aise dans la négociation, à affronter ce que peut représenter comme intimidant des réunions avec un ensemble de personnes qui exercent une certaine autorité. Donc ça nécessite qu'on ne limite pas le nombre de mandats et qu'en tout état de cause, on ne voit pas très bien quelles sont les raisons qui nous poussent à nous ingérer dans cette affaire, sauf à vouloir étendre aux délégués syndicaux ce qui a été décidé pour les élus de la nation. Merci, mon cher collègue. L'amendement 105 qui est identique, qui le présente? Monsieur Vatrin, vous le présentez? Oui, pour aller dans le même sens, nous pensons que effectivement le renouvellement des équipes militantes et des élus syndicaux dans les entreprises est une vraie question, mais que le gouvernement fait ici le choix de prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, si je peux m'exprimer ainsi, celui du cumul des mandats syndicaux, et la Commission a abondé dans ce sens. En fait, les salariés, s'ils ne s'engagent pas dans des mandats d'élus représentants du personnel ou dans des fonctions de délégués du personnel, c'est pour de toute autre raison que celles qui sont invoquées. Alors, pour nous, s'il y a un problème, c'est celui de la discrimination syndicale et voire de la répression parfois dans certaines entreprises à l'égard de certains salariés représentant des mandats syndicaux et qu'il appartient, selon nous, de s'attaquer à cette question, comme le propose d'ailleurs le 16. Ce n'est pas une question minime, puisque 11% des salariés, selon le comité environnemental et social, seraient affectés par ces discriminations. Et je pense que c'est en s'attaquant à ce problème qu'on renouvellera le vivier potentiel de délégués syndicaux et de représentants du personnel. Merci, mon cher collègue. L'amendement 244 du gouvernement, Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, oui, cet amendement gouvernemental veut prévoir que le nombre de mandats électifs successifs est limité à 3, mais sauf exception. Pourquoi une limitation et pourquoi une exception? D'abord, ce sujet concerne non pas les délégués syndicaux, mais les représentants du personnel élus. La Convention de l'OIT de Genève prévoit que les délégués syndicaux n'ont pas de limitation de mandat, pour les raisons d'ailleurs que vous avez évoquées, Monsieur Vautrin, des risques de discrimination syndicale. J'ai dit par ailleurs que nous allions prévoir des choses en matière de discrimination syndicale qui, pour être rares, sont graves et donc non tolérables. En ce qui concerne donc les représentants du personnel élus, afin d'éviter une surprofessionnalisation à vie et
avec la contrepartie d'un engagement sur les parcours, la reconnaissance des compétences. Il y a beaucoup de compétences qui se développent chez les représentants du personnel, notamment de négociation, d'expression, de conviction, de travail en équipe. Ces compétences sont mal reconnues aujourd'hui dans les entreprises, donc c'est pour ça que nous voulons avoir une action positive qui a été beaucoup évoquée dans les concertations sur les parcours et la formation. Et donc la limitation des mandats va de pair avec ce souhait, d'ailleurs, cette crainte de professionnalisation à vie pour certains, qui dissuade beaucoup de vocations. Car une des raisons du manque de la difficulté de renouvellement de génération dans les organisations syndicales comme chez les représentants du personnel, c'est un peu la crainte, si on commence, de n'avoir d'autre choix dans sa carrière. Et là, c'est un peu la poule et l'œuf, parce que du coup, il n'y a pas assez de vocations aujourd'hui pour reprendre des mandats de ce type. Alors, pourquoi on dit sauf exception? Parce que notamment dans les très petites et moyennes entreprises, il peut qu'il n'y ait pas assez de candidats pour faire le renouvellement. Et donc le comble serait qu'il n'y ait plus d'interlocuteurs, faute de capacité à se renouveler. Donc c'est un point qui a été soulevé dans les concertations avec les partenaires sociaux. Donc l'ordonnance devra prévoir des exceptions pour éviter qu'on se trouve en carence de candidats, ce qui serait évidemment dommageable au dialogue social. Merci Madame la Ministre. L'amendement 204 rectifié. Madame Lamure, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Alors, on ne compte plus les reproches qui sont faits sur le coût, la qualité et la probité des prestations des experts devant le comité d'entreprise ou le CHSCT. Le tout dans le cadre d'un choix relevant uniquement des élus. Un amendement de notre rapporteur a permis une mise en concurrence des cabinets d'experts. Le présent amendement prévoit en outre le partage de la charge financière des expertises entre l'entreprise et l'instance fusionnant les IRP, ainsi que la création d'un barème pour ces frais. Merci, ma chère collègue. L'amendement 61 rectifié quater. Madame Ferré, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cet amendement vise à compléter l'alinéa 2 de l'article 2 du présent projet de loi qui prévoit, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, de réorganiser l'ensemble des institutions représentatives du personnel et de refondre également les règles de négociation. La fusion des CHSCT avec les autres instances représentatives du personnel inquiète tout particulièrement. Le CHSCT, en effet, remplit des missions très spécifiques, comme le fait de mener des enquêtes lors d'accidents du travail graves, de tenir à jour le registre des accidents du travail et le document d'évaluation des risques, donner des avis et interpeller l'employeur sur les risques dans l'entreprise, faire suspendre en justice les réorganisations de travail et restructurations qui portent atteinte à la santé physique et mentale des salariés, inciter les salariés à exercer leur droit de retrait face à une situation de danger. Et encore d'autres sujets. Mais toutes ces missions risqueraient d'être confondues, voire noyées dans l'ensemble des autres missions de l'instance unique. Il s'agit donc, au travers de cet amendement, de viser à garantir à minima la possibilité de créer une commission spécifique au sein de l'instance unique qui puisse traiter des sujets qui relevaient antérieurement du CHSCT. Merci, ma chère collègue. L'amendement 104 est retiré. Nous arrivons à l'amendement 106. Madame Cohen, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Cet alinéa porte un coup particulièrement grave à la compétence au pouvoir des délégués syndicaux. Les dispositions concernées expriment la volonté du gouvernement de permettre à l'instance unique de négocier directement des accords de groupe. Elle peut ainsi se substituer dans cette fonction aux délégués syndicaux. Le texte que vous proposez, Madame la Ministre, est imprécis, je l'ai déjà dit. Il peut laisser présager un véritable coup de pouce contre les délégués, par là même contre les syndicats. Monsieur Milon, président rapporteur, souligne même fort judicieusement que l'étude d'impact n'aborde absolument pas ce point. Vous me direz, Madame la Ministre, que la volonté est de pallier l'absence de délégués des nombreuses petites et moyennes entreprises. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que l'ensemble des entreprises, y compris les plus importantes, pourront exercer un véritable oukase à l'égard des syndicats et de leurs délégués. Madame la Ministre, notre point de vue n'est pas le seul fait d'irréductibles opposants. Vous avez pu constater que le président rapporteur, à nouveau je le cite, Monsieur Milon, qui soutient votre projet, affirme dans son rapport, alors que le gouvernement n'a pas souhaité intégrer le délégué syndical à cette IRP, il serait donc nécessaire de définir l'articulation entre le rôle de l'instance en tant que négociatrice des acteurs collectifs et celui des délégués syndicaux qui, dans ce cas de figure, seraient dépossédés d'une de leurs principales attributions. Je ferme les guillemets.
Madame la ministre, c'est 1936, la lutte, les grèves, qui ont forgé dans la loi le statut des délégués syndicaux. Supprimé par Vichy, c'est le CNR qui organise leur rétablissement. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Les délégués syndicaux sont au cœur de la démocratie sociale. Ils assurent la représentation syndicale. Les remettre en cause participe de notre point de vue, et nous ne sommes pas les seuls à porter cet état d'esprit, un véritable coup d'État social qui est organisé par ce projet. C'est pourquoi nous vous proposons, au moins à défaut de ne pas avoir réussi à supprimer l'article, la suppression de cet alinéa. Merci, ma chère collègue. L'amendement 236, Madame la ministre, au nom du gouvernement, vous le présentez. 236. Nous souhaitons rétablir le texte du gouvernement qui prévoit que l'instance unique peut exercer les compétences de négociation et non qu'elle les a exercées systématiquement par défaut, sauf accord majoritaire contraire. En fait, on doit, à travers l'instance, permettre d'envisager les mécanismes selon lesquels les compétences en matière de négociation collective, en l'absence de représentants syndicaux, ou lorsque les syndicats présents souhaiteront lui déléguer certaines missions, puissent fonctionner. Donc on veut rendre le dialogue social plus efficace et représenter de façon plus adéquate la collectivité de travail. Donc cette instance unique va le permettre, et il faut dire que le droit international rappelle en effet le principe de la primauté des organisations syndicales pour négocier avec l'employeur ou les organisations d'employeurs. Donc, quoi qu'il en soit, la présence d'un délégué syndical reste prioritaire pour négocier les accords collectifs. Et donc, nous voulons donc juste rétablir le texte du gouvernement. Merci, Madame la ministre. L'amendement 33 rectifié. Madame Gillot, vous le présentez. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la Commission des affaires sociales du Sénat a décidé de supprimer cet alinéa qui prévoyait une habilitation du gouvernement à déterminer les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l'employeur, notamment en vue de renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Or, nous savons que l'instauration de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes n'est pas naturelle. Cela passe par le développement de pratiques itératives, le renforcement du service public éducatif pour élever le niveau global de qualification, la construction de l'estime de soi, l'émancipation. Ce projet s'inscrit dans le temps long et je suis convaincue que la participation de tous, de toutes nos concitoyennes à la vie collective de notre pays, dans une association, une fondation, une coopérative et bien sûr dans l'entreprise, nous fera collectivement bénéficier de l'apport des parcours individuels. Alors la discussion actuelle peut se résumer d'une façon assez simple. L'expérience des salariés peut-elle contribuer à moderniser le dialogue social, à améliorer la vie dans l'entreprise ? Personnellement, j'en suis convaincue, de même que de nombreux salariés et de nombreux chefs d'entreprise. Le rétablissement de cet alinéa, complété par mes soins d'un deuxième engagement de société fondamental, à savoir le renforcement de l'emploi des personnes handicapées, est gage de réussite de la politique de l'entreprise dynamique et solidaire. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l'emploi des personnes en situation de handicap. Les salariés de genre féminin et les personnes qui vivent avec un handicap, a fortiori quand elles sont femmes, souffrent toujours de fortes discriminations au travail, que ce soit dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à des responsabilités, dans la reconnaissance de l'intérêt de leur travail au sein de l'entreprise, dans les relations de travail avec leurs collègues et leur hiérarchie. Et ces sujets ne sont pas suffisamment portés dans le dialogue social courant, dit de droit commun. Alors que la mixité de la réflexion est à même de réduire les biais qui freinent les avancées sociétales hautement profitables au dynamisme et à la modernisation de nos rapports humains, dans tous les secteurs d'activité, et particulièrement dans l'entreprise où les idées reçues ont la vie dure, la participation des salariés aux discussions et à la prise de décision sur ces deux sujets ne réglera pas l'ensemble des problèmes, mais constitue un élément nécessaire pour lutter contre les discriminations insidieuses et souvent involontaires que subissent encore trop de nos concitoyens dans leur vie professionnelle. C'est pourquoi je demande d'adopter cet amendement de rétablissement l'alinéa 4. Merci, ma chère collègue. Vous présentez l'amendement 34 rectifié. De repli, comme vous avez pu le constater, à celui que je viens de présenter. J'ai bon espoir que notre Assemblée, dans sa sagesse, adhère à l'esprit de ce que je défends.
Si l'argument de promotion pour les représentants du personnel du renforcement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne retenait pas votre adhésion, cet amendement de repli confère une possibilité de déterminer les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l'entreprise en vue de renforcer l'emploi des personnes handicapées au sein même de l'entreprise et doit être considéré comme un élan pour satisfaire de façon harmonieuse et consentie aux obligations de la loi de 2005, à savoir 6% de salariés avec handicap dans les effectifs d'une entreprise, fût-elle privée ou publique. Souvent, les frilosités, les idées reçues, des pudeurs inappropriées ou des préjugés freinent le recrutement, le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Les salariés qui souvent connaissent dans leur environnement, dans leur famille, qui savent qu'ils peuvent eux-mêmes un jour être travailleurs avec handicap, font preuve de bienveillance et d'attention à ceux des leurs qui, ayant des besoins spécifiques, n'en ont pas moins des compétences professionnelles et des capacités relationnelles, organisationnelles utiles à l'entreprise. Le dialogue social doit prendre en charge cette question de progrès social, qui par ailleurs fait l'objet d'une priorité du président de la République, qui a souhaité que soit développée une politique inclusive des personnes handicapées, et que cette politique inclusive doit véritablement irriguer l'ensemble des politiques publiques, et particulièrement la politique de l'emploi. Merci, ma chère collègue. L'amendement 107, Madame Cohen, vous avez la parole. Oui, brièvement, parce que ma collègue Gillot vient de développer la nécessité de rétablir la rédaction qui était celle de l'Assemblée nationale. La Commission des affaires sociales a supprimé cet alinéa au nom du principe de non-discrimination. Pourtant, alors même qu'il s'agit dans cet article 2 d'améliorer les conditions du dialogue social dans les instances représentatives du personnel, et donc en premier lieu dans les comités d'entreprise pour les entreprises de plus de 50 salariés, il nous semble au contraire important d'ajouter la possibilité pour les représentants des salariés d'être partie prenante en ce qui concerne le renforcement de l'égalité femmes-hommes. Et il y a eu un travail d'amendement qui a été conduit à l'Assemblée nationale et notamment par nos collègues du groupe GDR. Ça a d'ailleurs été aussi soutenu par le rapporteur de la Commission et il me semble aussi par le gouvernement. Donc c'est l'importance de ce sujet. L'égalité femmes-hommes, ça vient d'être dit, mais il en a été question aussi hier dans nos échanges. C'est un sujet d'importance. Nous n'y sommes pas parvenus en 2017 dans les entreprises, malgré des lois successives. Donc il faut vraiment faire preuve de volontarisme et il est complètement incompréhensible, au nom d'un principe de non-discrimination, de supprimer cet alinéa. Il faut vraiment, au contraire, créer les conditions d'un renforcement pour que, effectivement, il y ait une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise à tous les niveaux, au niveau de la rémunération, de l'avancement, etc., etc. Et il y a encore un très long chemin à parcourir. Alors vraiment, dans une assemblée comme le Sénat, il me semblerait judicieux de ne pas retirer les faibles outils qui sont à notre disposition. Merci, ma chère collègue. L'amendement 108, Monsieur Vatrin, vous avez la parole. Oui, dans la suite de l'amendement précédent, il nous semble vital que les salariés, à travers leurs représentants, puissent avoir droit au chapitre sur des sujets qui intéressent directement la gestion de l'entreprise, l'organisation du travail, formation professionnelle, gestion économique et financière, etc. En effet, nos entreprises restent majoritairement organisées sur un modèle de division et de tâches et de séparation entre la prise de décision par les dirigeants et son application par les salariés. Or, l'entreprise étant aussi un bien commun, un collectif, il apparaît nécessaire de moderniser la gouvernance. Si toutes les questions sociales qui touchent les salariés sont remises à plat dans ce projet de loi et demain dans les ordonnances, il n'y a aucune raison d'exclure des nouveaux cadres de relations entre salariés et employeurs les choix économiques qui concernent la vie de l'entreprise. Mieux encore, ce partage de la prise de décision permettrait de sauver certaines entreprises de décisions regrettables. Nous avons tous en effet des exemples de choix économiques désastreux et douteux faits unilatéralement par des directions d'entreprises sous pression des actionnaires. Si les salariés pouvaient intervenir réellement dans les décisions économiques de l'entreprise ou du groupe, il est certain que beaucoup d'emplois seraient sauvés. Je prendrai l'exemple du Pas-de-Calais, deux sites de l'industrie papetière, le site de Stora Enso et le site d'Arjowiggins, qui ont fermé alors
que tout cela relève de décisions purement financières des grands groupes internationaux de l'industrie papetière qui consistent à diminuer la production en Europe pour faire remonter les cours du marché et délocaliser les productions hors d'Europe. Notre amendement vise donc à mieux associer les représentants de salariés aux décisions de l'employeur et à leur donner de nouveaux pouvoirs. Merci, mon cher collègue. L'amendement 192, Monsieur Arnel, vous le présentez. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'article 2 autorisait le gouvernement à préciser les conditions dans lesquelles les représentants des salariés élus ou désignés pouvaient être mieux associés aux décisions de l'employeur dans certaines matières, notamment pour renforcer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il s'agissait de renforcer la présence salariale et donc la transparence et la confiance en permettant aux salariés ou leurs représentants de participer à sa gouvernance. Cet alinéa a été supprimé par la Commission des affaires sociales au motif que son imprécision pourrait porter atteinte à la liberté d'entreprendre et pourrait se traduire par des mesures préjudiciables à la capacité de l'employeur de diriger son entreprise. Mais parce qu'il nous semble nécessaire de mieux prendre en compte le point de vue du personnel dans les processus de décision stratégique de l'entreprise, nous proposons tout simplement de rétablir cet alinéa. Merci, mon cher collègue. L'amendement 235, Madame la Ministre, au nom du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, je crois que plusieurs amendements précédents ont montré l'importance que nous partageons de rétablir ce que avait dit l'Assemblée nationale sur l'importance, la focalisation qu'il faut avoir sur l'égalité des hommes-femmes. J'ajouterai à ce sujet l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Alors, ceci dit, nous proposons nous-mêmes un amendement. Pourquoi ? Parce que les débats ont permis aussi de montrer qu'on avait besoin de préciser, car cet alinéa traite en fait de deux sujets proches mais distincts. Le premier, c'est de rétablir l'habilitation initiale pour la codécision dans le cas des conseils d'entreprise. Je rappelle que le conseil d'entreprise, c'est quand il y a le pouvoir aussi de négociation, donc que les 4 instances sont fusionnées. Et en disant qu'à ce moment-là, lorsqu'il y a un conseil d'entreprise, le concept de codécision sur certains sujets peut prendre sens, puisqu'il y a négociation, et donc l'instance unique pourrait avoir, dans des domaines à considérer par les partenaires sociaux, mais par exemple, ça a été cité dans les concertations, sur le plan de formation, un vrai rôle de codécision. Deuxièmement, cet alinéa prévoit aussi le sujet qui vient d'être évoqué par plusieurs d'entre vous, qui est l'habilitation introduite par l'Assemblée et qui a été votée de mémoire à l'unanimité sur l'égalité homme-femme. Ce sujet, lui, ne peut pas être limité aux entreprises minoritaires qui vont faire le conseil d'entreprise. Il faut que ça puisse être dans toutes les entreprises. Nous souhaitons donc prendre des mesures pour favoriser la prise en compte de cet objectif dans toutes les instances. Toutes les instances, ça veut dire le comité social et économique, le futur comité social et économique, le conseil d'entreprise, mais aussi les conseils de surveillance, les conseils d'administration, de façon générale, toutes les instances de gouvernance. Et nous serions très favorables à regarder comment on peut faire pour, peut-être par voie de sous-amendement, Madame, de regarder comment on peut, l'attention aussi au sujet des handicapés dans le travail pour être traité de la même façon. Donc il s'agit non pas de... voilà, c'est pour ça qu'il y a bien deux sujets distincts dans cette ligne-là, c'est pour ça que nous l'avons réécrit pour prendre en compte aussi vos différents amendements sur le sujet. Donc tout à l'heure, je vous demanderai le retrait au profit d'une autre si la rédaction d'une autre vous paraît complète et adéquate. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, quel est l'avis de la Commission sur ces amendements ? Oui, merci, Monsieur le Président. 25 amendements. Je tiens donc à apporter, si vous l'autorisez, une réponse globale aux auteurs des amendements et au gouvernement. Et je me réjouis évidemment que la promotion du dialogue social, la réforme des IRP et leur simplification, qui sera signe de plus de lisibilité et d'efficacité pour les employeurs et les salariés, soient ainsi débattues avec sérénité ici dans notre Assemblée. Je voudrais tout d'abord rappeler que notre commission d'affaires sociales a apporté son soutien à la création d'une instance unique fusionnant les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Elle a fait preuve d'une volonté réformatrice plus marquée que celle du gouvernement en prévoyant que cette nouvelle instance serait dotée de droits,
d'une compétence en matière de négociation des accords d'entreprise. Elle a également supprimé des habilitations demandées par le gouvernement, soit qu'elles étaient, selon nous, trop imprécises. C'est le cas pour celles qui prévoyaient une meilleure association des représentants des salariés aux décisions d'employeurs, soit qu'elles entretenaient, selon nous, une instabilité juridique néfaste à la bonne gouvernance des entreprises, s'agissant de la représentation des salariés dans leur conseil d'administration, dont la dernière réforme par la loi Rebsamen en 2015 n'est pas encore complètement applicable. La Commission s'est montrée donc favorable à l'amendement 244 du gouvernement qui maintient la limite des 3 mandats consécutifs pour les membres de l'instance unique tout en prévoyant la possibilité d'exception. Elle s'en remet à la sagesse de notre Assemblée sur l'amendement 61 rectifié quater de Mesdames Ferré et Génisson, relatif à la possibilité de créer une commission dédiée aux questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'instance unique. La Commission a souhaité recueillir l'avis du gouvernement sur l'amendement 30 de M. Touraine, relatif à la possibilité de refuser la fusion des IRP par accord collectif, l'amendement 103 de M. Vatrin, relatif au maintien de l'ensemble des commissions obligatoires du comité d'entreprise dans l'instance unique, l'amendement 204 de Mme Lamure, relatif au partage des frais d'expertise. La Commission a émis une demande de retrait à l'amendement 207 rectificatif de Mme Lamure, dès lors que le gouvernement aura pu nous préciser ses intentions sur les questions de seuil. L'ensemble des autres amendements ont reçu un avis défavorable. Pourquoi ? Parce qu'ils entrent en contradiction directe avec la position de la Commission. Certains remettent en cause le principe même de la fusion des IRP. Il s'agit de l'amendement 160, 74, 101. D'autres remettent en cause ses modalités. Il s'agit de l'amendement 29 et l'amendement 210. Donc ces amendements ont reçu un avis défavorable. D'autres reviennent sur des modifications apportées par la Commission, comme la limitation à 3 du nombre de mandats successifs pour les membres de l'instance acceptée par le gouvernement. Il s'agit d'amendements 32 et d'amendements 105. D'autres encore s'opposent au transfert plein et entier de la compétence de négociation à cette instance. Il s'agit de l'amendement 106 et l'amendement 236. Enfin, plusieurs prônent le rétablissement des habilitations supprimées, parfois sous leur rédaction d'origine, parfois en les ayant quelque peu modifiées. Je maintiens donc l'opposition de la Commission sur rétablir l'habilitation relative à la codécision des IRP en matière d'égalité professionnelle ou d'emploi des personnes handicapées reviendrait à donner un droit de veto aux représentants du personnel en matière de recrutement, ce qui pourrait être contraire au principe de non-discrimination, alors que ces deux thèmes font déjà l'objet d'une négociation annuelle obligatoire. Le groupe CRC, avec ses amendements 107 et 108, propose même de mettre en place une véritable cogestion des entreprises. C'est aller, selon la Commission, à l'encontre de la liberté d'entreprendre et du pouvoir de direction de l'employeur. Sur le gouvernement, défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ? Monsieur le Président, alors, il y a un premier groupe d'amendements très proche qui vise en fait sur lequel vous comprendrez que j'ai un avis défavorable, sur lequel ça vise finalement à ne pas mettre en place l'instance fusionnée, le comité social et économique. Donc j'ai assez expliqué, je pense, pourquoi nous souhaitons le faire. Il s'agit des amendements 160, 74 rectifiés, 101, 29 rectifiés, 210 rectifiés, 30 rectifiés, 102 et 103. En ce qui concerne l'amendement de Mme Lamure numéro 207 rectifié sur le resserrement des seuils, nous sommes défavorables parce qu'on ne peut pas prendre les sujets de tous les côtés à la fois. Et puisqu'on est en train d'ouvrir le champ pour vivifier le dialogue social dans les entreprises, y compris de 10 à 50 salariés, on ne peut pas faire ça et faire le seuil. C'est où on fait les seuils
où on donne la chance que le dialogue social se renforce dans les petites entreprises. Vous avez pris l'autre option qui est de renforcer le dialogue social dans les petites entreprises. C'est pour ça que le relèvement des seuils sur ce plan-là ne nous paraît pas le plus important. D'autre part, la demande des petites entreprises sur le relèvement des seuils, qui peut se comprendre, porte beaucoup sur les seuils fiscaux et sociaux et pas forcément sur la représentation du personnel, qui serait donc un autre sujet. Ensuite, pour les mêmes raisons, un avis défavorable à l'amendement 31 rectifié. Nous sommes favorables à l'amendement du rapporteur numéro 231, qui est un amendement rédactionnel. Ensuite, sur les mandats successifs, nous proposons, c'est-à-dire le 32 rectifié, le 105 rectifié, nous proposons aux auteurs des amendements de le retirer au profit de notre amendement, puisque nous avons mis une exception à la limitation aux 3 mandats. Donc j'espère que ça répondra à leurs questions. Sinon, nous serons défavorables. Ensuite, évidemment, favorable à l'amendement du gouvernement, ça va sans dire. En ce qui concerne l'expertise, pour l'expertise, alors il y a plusieurs types d'expertise. Il y a des expertises aujourd'hui où il y a des financements partagés. C'est le cas notamment du comité d'entreprise. En matière d'hygiène et de sécurité, ça nous paraît nécessaire de garder une expertise à la charge de l'entreprise, car on ne veut pas que ça puisse être un frein à un besoin d'expertise sur des sujets qui seraient graves sur ce sujet. Donc nous ne sommes pas favorables pour ces raisons. Ensuite, sur l'article 2, l'amendement 61 rectifié quater, sur lequel la Commission a émis un avis de sagesse, j'étais presque à la sagesse aussi, donc je vais essayer d'avancer un peu plus, sinon ça va devenir compliqué. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'instaurer une commission spécifique, de pouvoir instaurer une commission spécifique traitant des questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Nous sommes d'accord sur le fond. La question, c'est est-ce que c'est peu ou est-ce que dans certains cas, par exemple les secteurs dangereux, vous avez cité les sites classés Seveso ou les installations nucléaires, il y a peut-être, et c'est le débat que nous avons en finalisation jusqu'aux ordonnances, il y a peut-être peu pour toutes les entreprises, mais il y a peut-être doigt pour certaines. Et donc là, c'est plutôt un problème juridique. Si le peut inclure le doigt, ce qui ne paraît pas le cas, parce que l'inverse est plus facile, ça paraît assez logique d'ailleurs. Donc en fait, je suis favorable sur le fond, mais je pense qu'il faut aller plus loin et prévoir des cas où les entreprises le peuvent et des cas probablement où l'entreprise le doit. Donc voilà ma position. Donc qu'est-ce que ça donne sur le plan du coup je ne sais pas comment on se débrouille de ça. J'ai besoin de la sagesse. J'ai vraiment besoin de la sagesse. Mais enfin sur le fond, nous sommes d'accord. Ensuite sur l'amendement numéro 104, en fait, c'est un sujet qui est en cours effectivement de finalisation et qui ira dans les ordonnances, qui est qu'est-ce qui se passe? Il y a le groupe, il y a l'entreprise, il y a l'établissement. Et donc, comment on garde de la proximité dans l'établissement, mais certainement au niveau de l'entreprise, une instance fusionnée. Toutes ces questions-là sont en cours de finalisation avec les partenaires sociaux. Nous les préciserons dans les ordonnances. Donc, défavorable en l'instant pour ne pas fermer la finalisation de ces discussions. Ensuite, on revient un peu au même sujet. Donc, amendement numéro 106. Donc logiquement, avis défavorable. Évidemment, avis favorable à l'avis du gouvernement sur l'amendement 236. Ensuite, sur le 33 rectifié, là, le 33 rectifié, nous pensons, comme pour le 34 rectifié et comme pour, je pense, le 107, sauf erreur de ma part, nous pensons que probablement l'amendement gouvernemental de 135 répond à votre question, ce qu'on a essayé de prendre en compte, mais il clarifie ce qui est conseil d'entreprise, où là, les éléments de codécision éventuelle, il faudrait qu'il y ait au moins un sujet, ne peuvent être que dans le conseil d'entreprise, et le cas général, où là, il ne s'agit pas de codécision, mais il s'agit de prise en compte des politiques d'égalité hommes-femmes et l'emploi des personnes handicapées. Donc voilà, nous vous proposons le retrait pour ces 3 amendements au profit de l'amendement du gouvernement qui prend en compte ces éléments, incluant un éventuel sous-amendement sur les handicapés. Enfin, sur l'amendement 108, nous considérons que voilà, on fait déjà un pas important vers la codécision et qu'on ne change pas par la loi toute une culture en 5 minutes. Et donc, nous avons un avis défavorable. En ce qui concerne l'amendement 192, je pense que là aussi, c'est
le retrait au profit de l'amendement du gouvernement, ce qui me permet de conclure sur l'amendement 235 du gouvernement. Merci Madame la Ministre. Je vais donc reprendre les amendements un à un pour... Oui. Alors, j'ai 3 demandes d'intervention en explication de vote, dont Madame Lindemann, la première. Vous souhaitez le faire au fur et à mesure? Vous n'avez pas demandé? Tiens. Alors, j'ai rêvé. Madame Blondin. D'accord. Alors, nous allons commencer. Et Madame... vous souhaitez intervenir, Madame Massa? Alors, je vous donne la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'article 2 du présent projet de loi propose de fusionner au sein d'une instance unique les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, donc le CHSCT. Cela a été dénoncé par nombre de nos collègues que je rejoins ici. Cette fusion entraînera inévitablement un affaiblissement des prérogatives des représentants du personnel dans les entreprises et une réduction des moyens qui leur sont dédiés. Écologiste de cœur et de conviction, je souhaiterais axer mon intervention sur le véritable danger que représentent ces mesures pour la santé et la sécurité des travailleurs. La fusion des instances représentatives du personnel va reléguer ces thématiques, pourtant ô combien importantes, au second plan. Au sein de la future instance unique, les prérogatives des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vont certainement se retrouver submergées par une multitude d'autres sujets. Si l'on défend un droit du travail véritablement moderne et respectueux des salariés, c'est au contraire un renforcement et un élargissement même des compétences du CHSCT qui devraient être prévues par la loi. N'en déplaise à notre président, pour beaucoup de nos concitoyens, le travail devient de moins en moins une source d'épanouissement, mais plutôt un facteur d'épuisement physique et psychique. Il est nécessaire d'étendre les missions des CHSCT à la prévention en santé globale pour le bien-être au travail et dans la vie quotidienne, mais aussi à la protection de l'environnement. Il n'en est rien dans ce texte qui porte une vision totalement antagoniste à celle portée par les écologistes. Par conséquent, je m'y opposerai. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Savary pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais, à contrario, défendre la proposition qui est faite par le texte, parce que je pense que le travail est une source d'épanouissement, contrairement à ma collègue. D'ailleurs, demandez à ceux qui n'ont pas de travail s'ils sont particulièrement épanouis. Je ne le crois pas. Donc je crois qu'il ne faut pas partir sur ces principes-là. C'est l'alinéa et l'article pratiquement le plus important, Madame la Ministre. Qu'est-ce qu'on nous demande vraiment? De la souplesse, de la liberté. Et c'est à travers cet article-là, cette fusion, que l'on fera quelque chose de simple. Mais c'est vrai que ça pose un certain nombre de difficultés, notamment, il est sûr que les rapports semblent montrer, d'après ce qui a été écrit, que dans des entreprises de 100 à 150 salariés, par exemple, le fait d'avoir une instance unique ferait perdre 49 heures de délégation aux syndicats. Voilà, c'est, semble-t-il, voilà la réalité des choses. Oui. Et alors, une fois qu'on a dit ça, on ne bouge plus? On ne fait plus rien? On reste les bras croisés? Puis on continue à avoir un taux de chômage au-dessus des autres, une croissance moindre que les autres pays européens. Donc je pense que c'est une des mesures qui doit permettre d'avancer dans le cadre de ce que vous proposez. Maintenant, il faut préciser, effectivement, pour rassurer un petit peu les esprits, les conditions exactes de cette organisation unique. Je crois que c'est fait à travers les autres articles. Et je vous invite, Madame la Ministre, à prendre en compte les propositions qui ont été faites par la Commission des affaires sociales, parce que ça va tout à fait dans ce sens-là. Merci.
Vous venez donc d'avoir un aperçu des débats des sénateurs autour de l'article 2 de ce projet de loi qui permet de réformer le Code du travail par ordonnance. Article 2 qui prévoit, je vous le rappelle, la fusion des 3 instances représentatives du personnel que sont les comités d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT, c'est-à-dire le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est autour de cette 3e instance que se sont concentrés les débats. Et d'ailleurs, les sénateurs ont adopté le fait qu'il y aurait une sous-commission au sein de la future instance unique de représentation du personnel. En tout cas, eh bien, les débats s'éternisent, se poursuivent à l'heure où je vous parle et les sénateurs n'ont toujours pas voté sur l'ensemble de cet article 2. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire demain matin pour les matins du Sénat. Je vous retrouve pour reparler de ce même projet de loi. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.